Voilà, c'est bon. Bonjour Margot, ma collaboratrice avec qui j'ai pas du tout parlé avant d'enregistrer la vidéo. Euh, non, on va pas le garder ça. De toute façon, je suis même pas sûre qu'il y ait besoin d'une introduction. À mon avis, on coupera pour lancer la vidéo directement sur le vif du sujet, tu vois. Ouais, ok. Pour le coup, c'est pas comme un live, tu vois. Bon, en fait, c'est comme si on faisait un podcast mais vidéo quoi, en réalité. Ouais, ouais, ouais. Trop, trop cool. Bah alors, T'as c'est un peu marrant, le ça change track? d'énergie. Ouais, c'est rigolo, oui, parce que du coup, je sais pas, ça change d'énergie quand tu sais que c'est enregistré et que c'est comme le coup de la caméra qui se dirige sur toi. Ah, toi aussi, t'aimes l'eau fraîche? Non, pas spécialement. J'aime bien l'eau chambrée, tu vois. Mais là, il y avait que ça. Donc, Théo, ça. il est fanatique d'eau fraîche et de Volvic particulièrement. Et Ah, de Monroucou aussi. ah oui, Bon, bon. voilà. Bon. Bon, de toute façon, une fois que tu seras un peu rentré dans ton sujet, dès 30 secondes, tu auras déjà oublié l'enregistrement, je pense. Donc, Ouais, comme il y a clairement. les montages, enfin, t'as bien vu, tu vois, les montages que j'ai pu faire sur les dernières vidéos, au final, ça rentrait bien, hein. Ouais, de fou. Carrément. Ah, non, j'en profite, je m'étire, je baille, hop, je me mouche, je crache. Horrible, Bon. c'est. On peut peut-être un peu replacer le contexte. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Bah, en fait, aujourd'hui, on rencontre véritablement la Vierge Noire, mais dans différents archétypes qu'elle a pu. Pas dans pas des archétypes. C'est devenu des archétypes, mais dans différentes figures féminines qui a pu marquer l'histoire, en fait, l'histoire de l'humanité. De Ouais. manière vaste, il y en a certaines qui sont considérées comme étant mythologiques. Alors, soit parce qu'on a perdu leurs origines, tu vois, il y a pas assez de récits factuels et concrets pour pouvoir se dire qu'elles ont vraiment existé ou qu'elles ont été, je sais pas, par exemple, des figures imaginaires. Ou alors, on a des documents qui attestent de leur existence. Et en fait, ce sont des femmes qui ont été marquées particulièrement par les problématiques de la Vierge Noire. Donc, on va commencer à parler un petit peu de ça. Pas dans le détail nécessairement strictement le détail de leur vie, mais simplement de qu'est-ce qu'elles ont incarné pour l'inconscient collectif aujourd'hui, comment est-ce qu'on les investit. On va parler aussi du point commun entre toutes ces figures, c'est-à-dire quelles sont les problématiques qu'elles ont toutes, absolument toutes rencontrées, ce sur quoi elles pointaient du doigt par leur simple existence en nous, qui était soit problématique, soit repositionné, soit enfin, confrontant. Et, et enfin, peut-être qu'on va peut-être aborder un petit peu, toi et moi, comment est-ce que dans notre quotidien contemporain, ça se manifeste, en fait, quelles sont les problématiques dont on a déjà un peu parlé auparavant, mais qui sont réinvesties toujours par ce courant atemporel, en fait. Je sais pas, parfois, il existe des sujets dans l'humanité qui, que ce soit chez les hommes préhistoriques ou chez nous, c'est la même chose, en fait, c'est le même problème. Il y Ouais. en a d'autres qui sont plus contextualisés historiquement, mais là, en fait, là, c'est relativement courant et commun à différentes temporalités de l'humanité. Pas toutes, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas juste à notre époque en 2022. Il y a d'autres temps où on a déjà rencontré ces problèmes en tant que femme. Et la Vierge Noire en parle et surtout elle nous aide à libérer ces espaces et les épurer, pour Génial, contextualiser un petit peu. super. Donc ce sera vraiment Et une du... introduction assez détaillée au final sur la Vierge Noire et sur les Ouais, problématiques aussi qui pourraient être reliées chez les personnes qui nous écoutent et potentiellement les ouais. personnes aussi qui iront plus loin avec nous en atelier et suite à la découverte aussi du parfum de la Vierge Noire. Oui, hein concrètement, complètement, je m'embrouille, mais c'est pas grave. Ça On commence? permet d'ouvrir, en fait, ouais, oui, concrètement, en fait, ce que ça permet, c'est de commencer à aborder d'un point de vue théorique l'ensemble du sujet. Euh,
en sachant que ce qu'on propose, ce qu'on va proposer, ce qu'on vous propose du coup à vous, c'est qu'il y a la partie où on vous rencontre à travers une partie de la théorie. Après, la théorie, elle est tellement vaste sur les sujets archétypaux que, en fait, la théorie, elle va être approfondie aussi dans les groupes. Mais les groupes hein, qui vont se former au fur et à mesure pour rencontrer les différents archétypes vont servir plus à approfondir vos propres problématiques en miroir et en réponse avec les problématiques des autres participantes. Donc, en fait, là, ce qu'on dépose aujourd'hui, c'est comme une ouverture de porte, c'est vous faire rencontrer ce qui existe dans cet espace-là et comment chez vous ça se manifeste en fait et comment ça peut soulever déjà des pans. C'est-à-dire que notamment dans le cadre de la Vierge Noire, ce qui est passionnant, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient beau vivre ces problématiques à fond, étaient complètement baignées dedans et donc n'arrivaient pas à prendre conscience que ça pouvait s'identifier dans un archétype massif et mettre des mots dessus. Et quand on met des mots dessus, tu sais, en tant que thérapeute, que mettre des mots sert la thérapie. C'est déjà le premier pas d'identifier ce qui se passe et où est-ce qu'on peut trouver des ressources. Donc, voilà, c'est à ça qu'on va travailler là aujourd'hui, c'est que on va déjà commencer à vous aider à faire ce premier pas d'identification et de mise en mots de ce que vous pouvez rencontrer dans ces problématiques qui vont être soulevées aujourd'hui. Génial. Voilà. C'est clair, merci. Ben, j'essaye. Tu sais que j'étais survoltée ce matin, tu sais que j'ai les mots qui vont plus vite que... Enfin, ma pensée qui va plus vite que mes mots et du coup, je suis à 1000 à l'heure. Tu sais comment ça marche, tu m'as déjà vu faire dans les temps d'exaltation et c'est en ça que tu es super précieuse parce que justement, tu me recentres et tu canalises et le simple fait que ce soit là suffit à ça. C'est que moi, quand je suis dans des états de création, et là, en fait, c'est marrant, tout de suite maintenant, je suis dans un état de création. Mes états de création, je les identifie par une surémotivité, pas au sens je suis débordée d'émotions, mais au sens où il y a quelque chose, il y a comme un courant électrique qui se manifeste dans mon corps. C'est quelque chose, j'ai l'impression d'être dans un survoltage. Et si je suis pas bien câblée, en fait, tout pète. C'est-à-dire que théoriquement, il faudrait que dans mon quotidien, je fasse justement du sport, de la méditation, tout ça pour apprendre à développer mon corps dans cette gestion du survoltage. Ça, c'est des clés qui sont précieuses, c'est parallèle à ça parce que cette énergie de la Vierge Noire, c'est une énergie de création brute et massive. C'est probablement la force énergétique la plus puissante qui soit. Et j'en parlerai parce qu'elle se manifeste pas seulement archétypalement, elle se manifeste astronomiquement parlant. Et j'en ai déjà parlé dans l'atelier que j'avais donné. Et or, c'est la force brute qui met en mouvement tout notre univers. Donc, imagine le degré d'intensité que tu ressens. Là, tu es vraiment sur ta chaise électrique et il faut que ton corps il gère ça, tu vois. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'est souvent cette force brute qui habite toutes mes créations. Et si je saisis pas, toi, tu peux avoir peur de ça, parce qu'il y a vraiment presque de l'hyperventilation. J'ai une respiration qui est très dans le diaphragme, pas assez descendue, pas assez enracinée, mais en même temps, c'est l'esprit pur. Et j'ai deux façons de l'accueillir. Soit je vais courir un coup et la défouler, Ouais. soit je m'installe et je laisse sortir tout ce qu'il y a à sortir et en fait, en face, c'est très envahissant aussi, parce que du coup, il faut avoir une capacité à saisir 1000 pensées différentes qui se collisionnent en même temps. Et quand on a cette capacité, c'est génial parce que du coup, on peut récolter, ramasser comme sur la plage, tu vois, les bouts éparses de la météorite qui vient de s'écraser et se rendre compte qu'il y a il y a de l'or dedans. Oh, il y a du nickel, incroyable, je vais pouvoir faire plein de trésors avec ça. Et donc, tu me sers de collecteuse, en gros, là, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir collecter et je sais que tu vas synthétiser les choses pour les personnes dans cet espace-là. Mais ce que je voulais prendre ce temps d'explication parce qu'en fait, ça peut permettre aussi aux personnes qui créent et qui ont ce même type énergétique que moi, artistiquement parlant, de mettre en mots des choses et d'identifier parce que, la problématique que ça peut susciter, c'est qu'on est dispersé et submergé, envahi par Ouais. cette énergie-là. Et quand on la canalise pas, en fait, ça peut être hypersensible, donc vraiment très vulnérable. On n'arrive pas à donner forme à ce qu'on fait. On n'arrive pas à le mettre dans la matière. On n'arrive pas à l'accoucher. Et tu vois, il y a un truc où on est débordé par soi-même. Et c'est pas, il faut comprendre que déjà, c'est pas nous-mêmes qui nous débordons.
c'est cette énergie brutale qui vient nous envahir et qui vient tout balayer. Il n'y a plus rien d'important par rapport à ça. Et que c'est pas un ennemi, mais c'est plutôt à apprendre à canaliser dans tous les sens du terme. Tu vois, ce sens de canalisation, c'est le travail d'une vie pour les artistes qui sont, ou les personnes qui ne se sont pas encore identifiées en tant qu'artistes, mais qui vivent ce genre d'envahissement intérieur pour réussir à tu vois, le recentrer et lui donner une forme. Donc, c'était important de le dire, ça. Donc, du coup, la manifestation chez moi, c'est que je vais bafouiller, je vais passer à un sujet à un autre, mais c'est pas grave, on va gérer et Margot va recentrer pour moi ce truc où on ne s'est plus donné de la tête. Ça te va? Oui, ouais, ouais, je vais faire ça de mon mieux. Je pense que les personnes qui nous écoutent pourront sentir qu'on est dans deux énergies très différentes, l'une comme l'autre, en particulier maintenant. Mais c'est très bien, Ah ça, c'est ouais, complémentaire. bah, c'est surtout que c'est la clé de notre collaboration quotidiennement. Enfin, sauf les fois où je suis pas du tout dans cette énergie-là, où je suis complètement en down. Parce que le truc, c'est que c'est comme des shoots et la redescente, elle est tout aussi violente et puissante. C'est pareil, il faut la canaliser. En fait, mon objectif de vie, c'est de réussir à plus osciller aussi fortement entre deux tendances de hyper productivité, énergie à fond. Et je me suis épuisée, j'ai dévoré toute mon énergie. Du coup, j'ai plus rien pendant 3 semaines, tu vois. Oui, Donc, en fait, c'est vraiment un travail de compréhension de son type énergétique et de comment est-ce que on peut servir au mieux la création. Et là, pour l'instant, la réponse que j'ai trouvée, c'est de m'entourer, et particulièrement de toi, euh, parce qu'on peut avoir tendance aussi, quand on est créateur, à s'enfermer en soi-même, à avoir l'impression que les autres personnes qui ne fonctionnent pas pareil ne peuvent pas comprendre. Or, c'est pas du tout vrai. Déjà, non seulement elles peuvent comprendre, mais en plus, elles peuvent donner des clés de compréhension et d'accompagnement et des complémentarités pour asseoir ça. oui, Et en fait, en réalité, la clé de ma force à moi, c'est pas de le faire toute seule, c'est de m'entourer d'une équipe hyper forte dans chacune de ces dans chacun de équipes. ces domaines. Oui, ouais, ouais. Ouais, exactement. Je vais mettre mes écouteurs parce que ce sera plus agréable pour moi, parce que j'ai un petit peu des bruits parasites tout autour de moi. Ouais, ça marche. Et bah, justement, en fait, ça me permet de continuer dans l'introduction qui est assez longue, mais c'est exactement comme ça que se pense le tarot de l'exploratrice. Et à mon sens, c'est comme ça que j'ai vécu le tarot de Marseille. C'est que, en fait, c'est une énergie une qui se manifeste en multiplicité, dans sa multiplicité, dans ses différents archétypes, du coup, qui vont, comme dans un cercle chromatique, les différentes couleurs qui constituent le cercle. Et donc, le cercle, quand tu additionnes les différentes couleurs en termes de luminosité, ça devient du blanc. La Oui, lumière, quand tu implémentes le rouge et ainsi de suite, quand elles sont toutes assemblées, ça devient du blanc. Ce qui n'est pas le cas dans la matière. Dans la matière, toutes les couleurs ajoutées les unes aux autres deviennent du noir, ce qui est super intéressant. Mais en fait, c'est à ce même titre-là que je voulais le penser vraiment, ce tarot de l'exploratrice. C'est que à l'intérieur de nous, il y a plein de couleurs différentes qui demandent à explorer et surtout magnifier, sublimer. Et à l'extérieur de nous, ça se manifeste dans notre entourage. C'est-à-dire que pour moi, je suis intimement convaincue que chaque pièce de notre entourage, donc chaque personne qui euh, forme la constellation de notre entourage, que ce soit amicalement, amoureusement, professionnellement, familialement, chacune de ces personnes est l'expression de l'un de nos aspects à l'intérieur de nous, y compris et surtout les personnes qu'on ne supporte pas ou avec lesquelles on a du mal à coexister, cohabiter. Et c'est en ça que chacun des archétypes du tarot de l'exploratrice invite et amène à aller rencontrer dans un espace où il y a un peu plus de prise, de mise à distance et de prise de recul que quand tu es confronté à la personne dans ton quotidien qui vient appuyer systématiquement là où tu as mal. oui, Mais tu as aussi l'autre aspect qui est que chacune des personnes qui est autour de toi est aussi un allié potentiel, y compris les personnes avec qui c'est difficile de coexister parce qu'elles te permettent d'identifier des choses à l'intérieur de toi, soit involontairement, soit très volontairement, et de développer les ressources qui sont liées à cette identification. Et dans le cadre de notre collaboration, chez moi, tu es vraiment la personnalité structurante, incarnante, matérialisante, apaisante et celle qui permet de prendre du recul, de voir la vision, d'avoir la vision globale de la situation
et qui permet du coup, tu vois, de justement de pacifier cette énergie et lui donner une pérennité, un corps. Si, si on reprend cette image, donc, est-ce que tu peux rappeler aux personnes qui nous écoutent où se place la Vierge Noire? Parce qu'elle a elle a une place particulière justement dans cette sphère chromatique. Ah oui, elle est vraiment celle qui va justement incarner le blanc ou le noir. C'est-à-dire que c'est elle qui est la somme de l'addition de la lumière ou de la matière. Et littéralement, c'est-à-dire que vraiment, elle est vraiment dans son aspect négatif, le noir le plus noir qui soit, et dans son aspect positif, la lumière ultime, celle qui n'est pas visible par l'œil humain, celle que l'on appelle aussi justement la lumière noire. C'est-à-dire que dans les courants ésotériques et mystiques, les grandes écoles des mystères, on parle de la véritable lumière qui est la lumière noire, Ah, qui n'est d'accord. pas une lumière lumineuse, tu vois, Mm. contrairement à ce qu'on croit. Et Ouais. ben la Vierge noire, elle est ça, elle est à la fois la matière la plus dense, celle qui t'entraîne vers le fond de toi-même, le chaos, la boue, ta boue intérieure, mais qui est super, c'est un ferment ultra nécessaire à ta croissance. Et à la fin de son accomplissement, de son retour, ou peut-être même encore avant ton chaos, tu vois, c'est vraiment Ouroboros, le cercle qui se referme sur lui-même. Donc, soit à la fin de ton chemin, soit au tout début du chemin, avant même que tu sois cette incarnation-là, elle est la lumière ultime, la lumière noire, celle qui englobe et qui embrasse, c'est l'unité ultime. Donc, en réalité, dans le tarot texte, elle est Tarotex, c'est pas acronyme, mon acronyme, mais ma façon de réduire tarot de l'exploratrice Oui, oui, oui. dans tous mes écrits, j'ai écrit Tarotex. Donc, dans le Tarotex, du coup, elle est vraiment celle qui vient, euh, celle qui est la manifestation ultime de toutes ces couleurs. Donc, à la fois, elle leur donne vie et en Oui. même temps, elles se rejoignent toutes en elle. Oui, ce que j'allais dire avec ma compréhension, du coup, qui est vraiment extérieure, vu que moi, je n'ai pas créé le tarot de l'exploratrice, et puis je rencontre en fait les archétypes à ton contact au fur et à mesure. Euh, Dis-moi si j'ai bien compris, mais en fait, donc chaque personne qui chemine, chaque femme qui chemine, c'est l'exploratrice, et la Vierge Oui, Noire, ce serait l'expression brute et totale euh, de l'exploratrice en question, en fait. complètement. C'est celle qui a même dépassé la 21e carte, qui est donc l'accomplie, donc Oui, celle qui a fini son chemin et qui s'est rencontrée. Ben, en fait, la Vierge Noire, elle contient même l'accompli. Ce serait ouais, la divinité absolue, tu vois, en d'accord, quelque sorte. ok. Celle qu'on ne nomme pas, en gros, mais même si elle est nommée chez nous, puisque c'est la face féminine de Dieu, en quelque sorte, chez nous. Ouais. C'est donc pour ça qu'on commence par la Vierge Noire pour introduire ce projet et par la suite les autres ambassadrices qui seront en fait les différents rayons d'expression de la Vierge Noire. C'est exactement pour ça. Et c'est aussi pour ça que je comprends en même temps que toi, en le formulant, qu'elle conclura le chemin aussi. Oui, bah oui, elle englobe tout du début à la fin. Exactement. Comme Dans... ça me fait repenser au trou noir, tu sais, qui absorbe tout Exactement. et puis qui se transforme, comme tu l'avais déjà expliqué, ensuite en soleil. Exactement. Et Mm. ça, j'en avais parlé du coup dans le premier atelier, effectivement, du fait que pour moi, la Vierge Noire, astronomiquement parlant, elle s'incarne dans le trou noir. Et on en reparlera peut-être ou dans celui-là ou dans un autre, une autre explication théorique. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment une théorie que j'ai développée et qui s'est confirmée, c'est rigolo. C'est-à-dire que la vie m'a mis sur mon chemin des personnes et des connaissances et des documentaires qui ont confirmé mon ressenti intérieur sur le fait que déjà le trou noir est à l'origine de notre vie et que le trou noir, c'est cette matière qui n'en est pas, qui s'appelle donc l'antimatière, qui euh, euh, absorbe tout, elle condense l'énergie, ne la laisse plus ressortir et la concatène pour donner un élan formidable d'énergie à un autre espace. Et on en Ouais, reparlera. Mais je ne peux pas le développer ici parce que sinon on part sur un autre sujet total. Mais oui, c'est ça. C'est à oui. la fois notre... pardon. Non, vas-y, continue. J'allais juste dire que C'est c'était à la fois en lien avec justement c'est vraiment en lien avec la manifestation, c'est la force de manifestation, de création exactement. originelle. C'est exactement ça. C'est à la Mm. fois notre accoucheuse
notre mère à tous, mais c'est aussi notre ultime destructrice. Oui, Tu vois, c'est vraiment ça. La Vierge Noire, c'est vraiment ça. Le trou noir, c'est vraiment ça. Et en gros, dans la Kabbale juive, moi, je le relie et je le connecte à Keter. Keter, qui est un séphiroth, qui est à la fois l'innommable, encore que l'innommable, c'est encore plus grand que ça, puisque c'est ce que tu ne peux même pas identifier. Donc, oui, c'est même pas Dieu, c'est Dieu et en même temps, on peut pas dire que c'est Dieu puisque tu peux pas le nommer, tu peux pas l'identifier, tu peux pas le cadrer. Keter, il y a déjà une mise en forme, mais en même temps, elle reste quand même dans un espace d'insaisissable. C'est celle qui est la première de la Trinité au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà du visible. C'est ce qu'on ne pourra jamais connecter en tant qu'humain. Keter, c'est à la fois notre origine et notre but ultime. Voilà, c'est pareil pour la Vierge Noire, c'est pareil pour le trou noir. Enfin bref, voilà, on peut le relier dans différentes cultures et c'est justement ça l'objectif. Quand je retombe sur mes pattes de l'expression des différents archétypes, enfin des figures féminines qui sont devenues des archétypes dans l'inconscient collectif, mais qui ont eu différentes problématiques de leur vie au fur et à mesure de la manifestation du temps et de l'expression de la féminité dans le temps. Euh, c'est exactement ce qui a été vécu pour elle dans la rencontre de cette énergie que aujourd'hui on identifie sous la Vierge Noire, qui a pris une forme de Vierge Noire, mais qui avant était appelée la Grande Mère, qui a été, il y a eu 1000 noms au fur et à mesure de l'évolution du temps et de l'homme en fait et de sa conscience. ouais. Avant l'époque chrétienne, c'était la Grande Mère, pas la grand-mère, la Grande Mère. Oui, oui. Euh, et après l'époque chrétienne, cette grande mère qui est identifiée aux Celtes, aux Égyptiens, elle s'est renommée pour pouvoir continuer à exister et s'implémenter dans cette culture qui a voulu effacer en fait ces énergies-là. On va voir pourquoi, justement, parce que c'est le nerf de notre guerre à nous et de justement tout notre chemin de développement et pourquoi le tarot texte existe. C'est que cette énergie féminine puissante, elle a été engloutie et il y a eu une tentative d'effacement et d'assujettissement par l'époque chrétienne après le concile de Nicée, parce que les prémices de l'époque chrétienne ne souhaitaient pas ça. Le message de Jésus n'était pas justement au contraire d'effacer cette face féminine de Dieu. C'était pas cette trinité masculine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait la Mère divine dedans. Et à l'époque, enfin, c'était, tu vois, c'est cette concaténation entre les Juifs, les Esséniens et la Mésopotamie et l'Égypte. À la base, en fait, chez les Juifs, par exemple, la face féminine de Dieu s'appelait la Shekinah, et on va en parler. La Shekinah, c'est lié à la sagesse, c'est lié à la compréhension de la puissance créatrice de l'aspect féminin qui donne un corps à la création. Dans d'autres religions, cette face féminine, elle existe encore, elle a pleinement sa place et elle est encore célébrée. Dans la religion chrétienne, c'est pas le cas, parce que quoi qu'on en dise, Marie, mère de Jésus, donc mère d'un aspect divin de Dieu, n'est pas ce qui est à l'origine la grande mère et n'est pas identifiable à la Shekinah non plus. C'est une forme de domestication de l'énergie féminine primordiale, la figure chrétienne Marie. C'est l'aspect purement géniteur dans toute sa pureté en lui retirant toute sa sexualité, qui est pourtant la source de sa puissance. Et c'était une façon de castrer en quelque sorte le féminin. Et on va voir comme la Vierge Noire rend toute sa sexualité et son terrestre et son matériel et son charnel au féminin qui a désespérément soif. C'est-à-dire que c'est le féminin qui donne le corps à l'esprit. Et dans la religion chrétienne, on a voulu faire exister strictement l'esprit et on a voulu dire que l'esprit n'était que la face valable et légitime du divin et de l'expression de notre humanité. Et que bah, ça a entraîné des dérives terribles comme la flagellation du corps, comme la massacre de la féminité, le génocide de tout un pan de la population féminin et par extension de la nature, des enfants, donc finalement Ouais. de l'humanité tout entière. Et cette flagellation, elle a pris corps littéralement et elle s'est incarnée dans la sexualité, et particulièrement la sexualité féminine. Et on l'a justifiée et légitimée
par le péché Oui, d'Ève, oui. donc le péché de connaissance. Et il faut savoir que la connaissance, la sagesse, c'est justement incarné par la Shekinah. Donc, chez Pourquoi, les Juifs, juste pour, avant de continuer, pourquoi, est-ce que tu peux un petit peu développer sur le péché d'Ève? Pourquoi c'est le péché de la connaissance? hmm. Euh, donc pour recontextualiser un tout petit peu le mythe qui n'est pas forcément connu de tous, parce qu'il faut soit avoir s'être intéressé à la théologie, soit avoir fait du catéchisme. Au catéchisme, on te l'apprend, ça. Oui, Euh, En fait, Dieu crée à l'origine, après avoir créé le monde, il crée le, l'homme originel, auquel qu'on identifie sous le terme d'Adam. Et cet Adam, en même temps qu'il crée Adam, il crée sa parèdre, Lilith. Donc ça, c'est les textes chrétiens qui prennent leur origine dans les textes juifs, dans la Kabbale juive. Lilith, elle est l'égale d'Adam, puisqu'elle naît en même temps que lui. Et ça, on ne le dit pas forcément d'ailleurs dans le oui, catéchisme. C'est-à-dire qu'on parle d'Adam et Ève, et on ne parle pas forcément de Lilith. Donc, Adam et Lilith se voient attribuer un royaume qui n'est pas celui de la terre. C'est ce qu'on appelle le paradis. Donc, c'est l'espace où ils existent encore dans un temps dénué de la conscience et de l'identification du bien et du mal. oui. Ils sont dans leur pureté, en quelque sorte. Et Lilith a cette soif d'indépendance. Moi, les récits que je fais concatènent différents récits parce qu'il y en a certains qui parlent de la rébellion de Lilith qui ne veut pas se soumettre parce que Dieu lui dit de se soumettre Mais ça, c'est une interprétation à Adam, tu vois. Moi, quand je l'explique, quand je le raconte, j'essaie de le dénuer le plus possible d'interprétation. Et en même temps, je ne peux pas m'en empêcher puisqu'on est tous sujets à notre interprétation Oui. culturelle. C'est ce qui se passe dans le dévoiement et le détournement des textes originaux. Donc, Lilith, accolée à Adam, souhaite explorer et vivre par elle-même et donc va quitter ce noyau, cet œuf primordial où il y a donc Adam et Lilith qui sont comme des jumeaux. Enfin, comme des. C'est plus que des jumeaux parce que c'est quand même à la fois, ils sont ensemble, mais ils sont bien identifiés, contrairement justement à la suite avec Ève. Et donc, elle quitte cet espace-là. Et plus tard, on va l'identifier à la mère de tous les démons, puisque en gros, c'est comme si elle avait trahi Adam et donc trahi Dieu d'une certaine façon. Dans l'interprétation, on va l'identifier à la ouais, La à la traître traîtresse? ultime, à la traîtresse ultime en fait, Ouais, qui du coup ne peut que donner naissance à tous les vices qui vont exister sur Terre. Or, sa quête à la base initiale, à l'élite, c'était une quête simplement de liberté et d'individualité et d'exploration de soi. ouais. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, cette Lilith, je l'identifie déjà en fait à la Vierge Noire. Oui, oui, Et on y oui, c'est ce reviendra, que elle fait j'étais en partie train de des me dire. archétypes, tu l'avais compris. Ah oui, oui. Donc, Adam se retrouve tout seul. Si je me laisse aller dans l'interprétation que j'en fais, un peu humoristique, il chiale sa mère parce que du coup, il est comme un con avec sa bibite. Non, la sexualité n'existe pas encore à cette étape-là. Parce que la sexualité, elle naît selon la vision qu'on en a actuellement, la sexualité telle qu'on la vit sur Terre, mais à partir du moment où on prend conscience du bien et du mal, donc plus tard, à la suite de l'histoire. Mais à cette époque-là, du coup, qui est à des éons qui est presque, enfin, qui est mythologique, mais potentiellement qui a existé aussi, il y a plusieurs niveaux de lecture. À cette époque-là, la sexualité, c'est un courant vital, mais pas l'union entre deux sexes Oui, opposés. oui, oui. C'est une énergie primordiale. Donc la sexualité, dès qu'on a compris ça, en fait, on comprend que tu aies un corps ou non, elle est là et elle est ce qui donne naissance à tout. C'est ce que rappelle encore une fois la Vierge Noire. Bref, donc il est là, il n'a pas encore sa bibite, mais il est quand même super vénère de se retrouver tout seul. Et du coup,
il supplie le divin de lui donner un partenaire de vie et Dieu l'endort. Et de sa côte, il extrait donc de l'un de ces aspects de lui, de sa côte. Dans l'interprétation que certains en ont fait, ça veut dire que Ève est donc son inférieure puisqu'elle est née de la chair d'Adam. Mais en réalité, ce qui était dit dans les premiers textes, c'est qu'elle est euh, une, une moitié de lui. C'est-à-dire que Adam se retrouve à la moitié de lui-même à partir du moment où Ève sort de lui, puisque Hmm. Ève prend l'autre moitié. Oui, Tu vois? oui, oui, Et de là naissent justement les archétypes masculins et féminins. d'accord. Et qui vont passer leur vie entière, à la fois humaine, mais aussi à la charge de l'humanité, à chercher à se retrouver. Et qui Waouh, vont c'est être beau. à tour, c'est puissant, hein, Oui, oui, ça l'est. et qui vont à tour être à la fois en opposition, mais en même temps en extrême attraction. Comme toutes les polarités, comme un aimant que tu mets soit face à lui-même, il y a cet élan implacable qui attire irrésistiblement, et dès l'instant où tu les opposes et tu les retournes, c'est l'effet de repoussoir est aussi Ouais. puissant que l'attraction l'a été. C'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de notre rapport aux uns et aux autres, aux femmes et aux hommes. Et c'est en ça que les archétypes et les mythes sont si puissants, parce qu'il nous faut comprendre d'un point de vue inconscient et donc humanitaire, global, les mécanismes profonds qui animent nos rapports aux uns et aux autres. Ils donnent un sens, ils donnent des noms, ils identifient pourquoi est-ce qu'on porte et on incarne les difficultés qu'on a actuellement. Donc, pour en revenir à Ève, du coup, elle sort de cette côte. Elle, d'une certaine façon, c'est comme si Dieu avait privé d'Adam, donc d'une part de lui-même. Et de là naît le début d'une scission et d'un conflit aussi encore. Après le premier rejet et le premier abandon qu'il a subi Ouais. de Lilith qui s'en va, il y a ce second qui est un arrachement de lui-même à lui-même. Parce qu'en réalité, ce que disent en fait les écoles des mystères et les écoles mystiques profondes, ésotériques, c'est que Adam Kadmon, c'est non pas l'homme ou la femme, mais c'est l'humanité unifiée. Hmm. Oui, C'est oui. l'humain Comme, primordial, comme Lilith, hein, en fait. comme Lilith. C'est l'humanité primordiale, Ouais. exactement. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, l'humanité primordiale, dans toute son essence, n'existe plus, puisqu'elle est déjà divisée. Ouais. Et c'est ça, en fait, l'évolution dans la matière, c'est une succession de divisions, comme la division cellulaire, Complètement, au je même pensais à titre, ça aussi. C'est tu magnifique. vois, Oui, 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 de voir comment est permise l'incarnation aussi, du fait de cette création de la exactement, dualité et de divisions successives qui permettent de exactement. descendre dans la matière. Exactement. À un niveau beaucoup plus tangible, c'est parce que une fois que donc le gamète ovule et le gamète spermatozoïde se sont rencontrés, et d'ailleurs, il y a une chose importante à dire là-dessus, c'est que contrairement à ce qu'on a longtemps dit, ça n'est pas le spermatozoïde qui vient et qui pénètre en fait l'ovule, c'est l'ovule qui ouvre et qui englobe le spermatozoïde qu'elle a choisi. Oui, C'est ça qu'ont découvert les scientifiques. C'est la ça. face féminine de notre création qui englobe et enveloppe et embrasse la face masculine. Mm. Ça Et si on change regarde la tout. taille, ça change toute la vision. Et si on regarde la taille, le spermatozoïde est beaucoup plus petit que Oui, oui, l'ovule. oui. Donc on revient toujours, tu vois, à ce glyphe du soleil dans les écoles des mystères, encore une fois, mais aussi en astrologie, et qui est ce cercle qui entoure ce point, Oui, tu vois. oui, oui, je vois très bien. Et c'est exactement comme ça que j'identifie d'ailleurs le glyphe de la Vierge Noire. C'est cette mère divine qui tient sur ses genoux son enfant soleil, Oui, la face visible, tu vois. Bon, pour revenir à tout ça, donc une fois que cette fécondation a été faite, donc de l'esprit identifié par justement ce spermatozoïde masculin dans cette âme et ce corps qui est la face féminine, donc l'ovule, que il y a un micro-temps de fusion totale, mais dès
que cette fusion totale est faite, il y a la division cellulaire qui commence. Donc, Ouais. on passe d'un état d'unification et d'unité totale et jusqu'à justement à ce 2 qui devient 4 et ainsi de suite, à une rapidité folle et qui va finir par donner un corps. Donc en gros, on peut identifier que même au sein de nous, dans le microcosme, on peut retrouver le macrocosme qui est que la chute dans la matière, donc l'obtention de notre corps, est ce qui nous a permis d'exister littéralement, mais Ouais. donc de découvrir Dieu autrement, dans la séparation Oui. Ouais, ouais. et donc d'augmenter notre conscience et notre faculté de conscience. Revenons C'est à puissant. Adam et Ève. C'est très puissant, c'est très puissant. C'est magistral de comprendre tout ça et de les digérer, vraiment. Revenons à Adam et Ève, donc notre ovule et notre spermatozoïde qui étaient à un micro-temps de leur existence et qui très vite ont été séparés et divisés, du coup. Euh, Chacun va donc vivre sa vie. C'est-à-dire que chacun va avoir son expérience du réel avec sa sensibilité, du coup, puisqu'ils ne sont plus un. Il n'y a plus cette forme de fusion totale. Il y a déjà cette première identification à soi-même. Et donc, va être sensible à différents courants de vie, et différentes façons d'exister. Dieu leur donne comme consigne, vous pouvez exister partout comme vous voulez, mais ne touchez pas à cet arbre-là. Parce que cet arbre-là, c'est le fruit défendu. C'est l'arbre de la connaissance. Enfin, il ne le dit pas d'ailleurs, il ne dit pas que c'est Ah l'arbre oui, de la connaissance. oui, Il dit j'avais que oublié c'est ce le fruit détail. défendu. Oui, Crucial, parce que c'est ce qui fait toute l'histoire de ouais. rejet, à la fois dans l'interprétation d'Ève et donc de la face féminine de l'humanité. Mais c'est ce qui fait aussi, si on le comprend bien, qui nous sommes aujourd'hui, dans toute sa grandeur et sa petitesse. Euh, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, justement. Et on va en parler, c'est crucial. Donc, Adam, qui est en pleine identification avec Dieu, puisque Dieu l'a créé à son image, mais il avait créé Lilith à son image aussi, justement. Ouais. Euh, Adam respecte les règles et reste bien sagement à sa place. Il joue, il est dans l'insouciance totale, il fait ses trucs et l'aspect pragmatique du quotidien, il s'en bat la pique. Si on, si voilà, on peut l'identifier dans notre quotidien. Il y a cette forme d'insouciance et d'indifférence à, à l'existence concrète, en gros, à l'existence matérielle, on va dire, en quelque sorte. Ouais. Alors que justement, Ève, elle a soif de sensorialité, elle a soif de découverte, elle a soif voilà, elle est curieuse, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la curiosité, enfin, d'un point de vue chrétien, la curiosité est un vilain défaut, parce que la curiosité, elle appelle à aller toujours plus loin, donc à Ouais. chercher la connaissance. C'est essentiel, la curiosité, pour tout chercheur, pour tout scientifique, pour tout, dès que justement, elle te permet de ne pas te satisfaire de l'espace dans lequel tu es et dans lequel tu vis à l'instant T. Elle t'emmène toujours plus loin. Donc, elle a soif de ça, elle a soif d'aller respirer les fleurs, elle a soif d'aller voir ce que ça fait, de faire telle ou telle chose, d'expérimenter, de toucher, de sentir, de vivre. Ève, elle incarne vraiment la partie ultra charnelle. Elle vit son corps et elle vit ses expériences. Et du coup, ce qu'on appelle le malin dans la phase chrétienne du récit, mais qui peut être aussi le grand conseiller dans un autre aspect. Donc le grand libérateur, qui peut s'appeler Prométhée, qui peut s'appeler Quetzalcoatl dans la, tu vois, Prométhée chez les Grecs, Quetzalcoatl chez les Mayas, c'est Ouais. celui qui donne le feu de la connaissance et donc celui qui apporte le courant de rébellion face au divin et qui donne aux humains la possibilité de s'indépendantiser, de s'individualiser et donc de se connaître par eux-mêmes et donc d'avoir le libre arbitre, qui est donc chez les chrétiens vécu sous la forme du serpent qui vient grimper autour de l'arbre de la connaissance un jour où Ève est présente à cet endroit-là. Donc le serpent qu'on peut identifier aussi à la Kundalini, qui Ouais. grimpe le long de notre colonne vertébrale, cette énergie vitale, puissante, qui nous aspire vers nos hauteurs ou qui nous détruit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Quetzalcoatl, c'est ce serpent à plumes aussi. Donc on retrouve ce serpent qui est ascendant
Donc, ce malin, selon les chrétiens, ce grand mal et ce grand défieur du divin, invite Ève et lui dit, ce fruit-là qui t'a été défendu, c'est celui qui te permettra de connaître par toi-même la réalité du monde et de ton existence. Il va te permettre de prendre conscience et de te distinguer des choses qui sont autour de toi. Parce que la fusion existait quand même encore à ce moment-là. Ève, qui a soif de sentir et d'expérimenter et de comprendre, elle va le prendre, ce fruit. Elle va le manger et elle va le savourer. Et dès l'instant où elle le mange, elle le savoure, elle prend conscience, effectivement, de tout ce qui existe. L'esprit analytique arrive, donc la distinction, la segmentisation, la catégorisation, mais aussi l'identification donc des opposés, du bien, du mal, du chaud, du froid. Tout vient se catapulter dans son esprit et dans son corps, et elle prend conscience effectivement de sa nudité, de sa sexualité, du fait que Adam est différent d'elle, et Ouais. donc qu'il y a cette soif de prise de connaissance de cette différence, de découverte de cette différence, tu vois, soif d'aller voir ce qui se cache derrière cette différence, et de ça naît le désir, du coup. C'est dans cet espace d'absence de connaissance et cet espace de mystère que naît le désir. Et en ça, du coup, le désir qui est donc l'impulsion de tout, mais aussi de la sexualité, même s'il n'en est qu'une toute petite partie. Mais sans désir, on ne vit pas. Et c'est ça aussi dont on nous prive quand on nous dit que le désir, c'est le mal dans la Ouais. religion chrétienne dévoyée, et la sexualité. C'est que cette impulsion vitale, primordiale de désir, de soif de connaissance, c'est celle qui permet d'aller explorer. C'est l'impulsion première. Anecdotiquement, dans le tarot texte, c'est l'exploratrice, c'est la première. C'est l'élan vital du désir. Ouais. C'est pas Et si donc, anecdotique que ça. pas du tout. C'est le premier pas du chemin. C'est pas du tout par ça qu'on va commencer, mais c'est le premier pas du chemin et c'est le pas essentiel. C'est vital et c'est celui qui va donner le souffle à tout le reste du chemin. Si tu n'as pas soif de découvrir qui tu es, de découvrir tes mystères, parce que justement ils t'échappent et que tu ne peux pas les saisir, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as Ouais. pas cette curiosité pour toi-même, tu ne peux pas avancer. Et bah donc Ève, elle découvre ça et c'est tellement magique et incroyable qu'elle veut le partager, évidemment. Elle veut le partager avec son compagnon de vie parce que, en fait, dès l'instant où elle l'a découvert, il y a évidemment, et on le rencontre souvent dans les couples, quand il y en a un qui découvre un autre espace de déploiement et de compréhension, le premier réflexe qu'on va avoir envie de faire, c'est de le partager avec notre partenaire. Parce qu'on a très bien compris inconsciemment que si on ne le fait pas, on le laisse en arrière. Ouais. Et du coup, euh, parfois même jusqu'à forcer ce partage, même quand l'autre ne le veut pas. Et c'est là où on a notre chemin à faire. Et on le fait tous plus ou moins bien, toutes surtout plus ou moins bien. C'est qu'on ne peut pas contraindre ce partenaire-là à prendre ce fruit et à le manger et à découvrir avec nous ce qui fait notre réalité. Et parfois, on est obligé de laisser des gens, mais pas forcément des compagnons. Ça peut être des familles, des amis derrière nous pour pouvoir continuer notre chemin, sans les forcer à dépasser l'espace dans lequel ils sont. Bon, il se trouve qu'Adam, il a bien été d'accord pour continuer ce chemin-là. Il a mangé ce fruit probablement parce qu'elle a su être ultra convaincante, qu'il a vu une lumière qu'il n'avait pas vue chez elle. Et donc, bah, il y est allé, il l'a mangé. Et là, en fait, il se découvre aussi dans cette même différence, de cette même animalité au sens, pas du tout dévoyé du terme, mais au sens primordialité, pulsionalité vitale, en fait. Il découvre, du coup, à ce moment-là, il découvre aussi la mort, il découvre ce que c'est que euh, euh, la déchéance des cellules, il découvre la pourriture, il découvre tout ça, en fait. Donc, forcément, il y a tous les sentiments qui parlent de ta finitude, de tes sentiments de peur. Donc, c'est là où naît le mal, parce que le mal, il naît de la peur. Pour moi, le sentiment qui est à l'origine du chaos que l'on vit tous, c'est la peur. Ouais. La peur, et elle va s'incarner dans toutes ses couleurs. Donc, c'est-à-dire la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de mourir, la peur de et ainsi de suite. La peur de mourir étant la plus initiale. En effet, quand il mange ce fruit, il comprend qu'il va mourir. Et donc, il y a cette urgence, cette pulsion de faire quelque chose. Tout, n'importe quoi, mais il faut faire quelque chose.
Dieu découvre ça et il est désolé de du fait qu'ils sont donc maintenant à cet état de chaos intérieur. Et ce chaos ne peut pas exister dans cet espace de paradis et d'harmonie parce qu'il vient en quelque sorte de dénaturer cet Oui, espace. Il est obligé de s'extraire de cet espace et de trouver un autre lieu de résidence parce que le paradis n'est pas l'espace où le chaos peut exister. Et je pense, je vais plus loin dans mon interprétation, même si ça n'a jamais été dit dans les récits, mais ce que je ressens en t'expliquant ça, c'est que c'est même un acte d'amour. Parce que si le paradis ne peut pas accueillir le chaos, Adam et Ève doivent mourir dans ce paradis. Ils ne doivent pas exister. Et donc, ils vont être annihilés. Dieu, quelque part, les préserve en leur offrant un autre espace, la terre, sur lequel ils peuvent exprimer tout leur chaos et toute leur quête. C'est oui, un acte d'amour qui a été interprété comme un rejet par la psyché infantile des interprètes des textes initiaux et primordiaux, tu vois. oui, Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en fait, les textes, ils sont interprétés avec la capacité psychique de chaque époque et des interprètes. C'est-à-dire que si la psyché ne s'est pas assez développée dans certains aspects, eh bien, elle ne va comprendre que certains aspects, justement, du texte. Et donc, bah, la sortie du paradis va s'appeler chute, elle va s'appeler exil, elle va s'appeler mort, rejet. Et donc, il va y avoir un sentiment de ressentiment, oui, justement, envers la fautive de tout ça. Mais si on comprend, et ça peut se passer d'ailleurs aussi quand, par exemple, les parents contraignent les enfants à sortir du nid s'ils ne le font pas par eux-mêmes, quand on est obligé de quitter un couple, quand on est obligé de quitter un espace dans lequel on se sentait en confort, il y a cette colère monumentale où quand, par exemple, justement, encore une fois, dans le couple, l'autre nous prive de ce un que nous tentions de former, il y a cette colère qui s'exprime par l'aigreur, par pointer du doigt à l'autre tous ses défauts, c'est de ta faute, c'est toi qui, c'est parce que tu es comme ce que tu es qu'on ne peut pas être à deux, mais en réalité, ce qui s'exprime, c'est la part blessée de je ne peux plus exister dans cet espace qui était mon oui, paradis identifié. Et du coup, si tu grandis dans ta psyché, au fur et à mesure de ton chemin, si tu acceptes de dépasser cet espace infantile, en fait, tu t'aperçois que c'était un cadeau, que ce rejet était un cadeau parce qu'il te permet de mieux te découvrir toi-même de manière beaucoup plus profonde encore. Bon, donc c'est ce qu'ils expérimentent et c'est ce que les différents interprètes ont dû découvrir par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'humanité tout entière, elle a des âges de maturité. C'est-à-dire qu'on a vécu notre enfance en tant qu'humanité, on a vécu notre adolescence en tant qu'humanité, on continue à la vivre. Pour moi, je suis pleinement euh, convaincue qu'on n'est pas à l'état d'adulte oui, dans notre conscience humaine. On est encore dans cet état d'adolescence parce qu'il y a maintenant, on n'est plus dans l'identification et la fusion au divin, qui serait donc de 0 à 7 ans, en gros. oui, On ne distingue pas tellement, on se distingue pas tellement de papa, maman, et surtout pas de maman. Ça, c'était les prémices de l'âge de l'humanité. Après, on a donc cette adolescence où il y a cette rébellion et cette individualisation et parfois contradiction jusqu'à aller se blesser, se faire mal pour aller se chercher. Et pour moi, on est dans cette époque-là, on est justement dans ce temps-là, oui, à l'échelle de l'humanité. Et bah donc effectivement, c'est les textes qu'on va recevoir et dont on va hériter, on ne pourra les comprendre et les lire qu'avec notre stade de croissance personnelle. Et c'est pour ça que, en t'en parlant, j'ai longtemps été en colère contre les interprètes qui ont autant blessé le corps féminin du fait de leur mauvaise compréhension des textes. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en fait, ils ont fait comme nos parents, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà, et avec leurs moyens. oui, Et avec la ils ont conscience du été, moment. exactement, et ils ont été donc parfaits dans leur imperfection, puisque ce qu'ils ont été nous permet de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est parce Oui, qu'ils ont existé qu'on a un support de croissance pour pouvoir devenir ce que nous sommes aujourd'hui, de prendre conscience des choses qui nécessitent d'être mises en lumière. Et je fais la paix en direct, du coup, avec les interprètes des textes évangéliques et des textes de mystère qui nous ont été légués par nos ancêtres oui, en direct. Parce que c'était une étape importante et essentielle dans l'acte d'individualisation de notre humanité. Et cette individualisation, c'est elle qui permet
à terme de rejoindre en toute conscience et acceptation la fusion. C'est Oui. après cela que la fusion est aussi belle, en fait. Oui, et puis aussi, d'apprendre à cultiver, en soi-même, son propre paradis, quelque part. C'est à travers le chaos qu'on apprend à qu'on s'élève individuellement, tu vois? Dans un paradis peut-être plus intérieur, ensuite Et où on qu'on devient peut Dieu. partager. Oui, voilà, et on est beaucoup moins dans une posture d'enfant, mais beaucoup plus dans une posture de créateur. Exactement. Et là, tu viens de mettre en mots Mmh, la chose qu'on travaille en tarot-texte, tarot-texte, qui est que on veut passer de cette posture de l'enfant chaotique mmh, à la posture du créateur de son paradis. C'est ouais, tout le chemin des différents archétypes. Parce que, effectivement, ultimement, l'homme qui a réussi à traverser toutes ces étapes, ces processus de croissance, devient créateur. Créateur dans tous les sens du terme, artiste, évidemment, mais surtout créateur de monde et d'univers, créateur de sa vie, architecte de sa... Enfin, tu vois, tous les termes qu'on peut oui, mettre aujourd'hui. Et tout ça, ça ne peut pas se passer des étapes précédentes. Et c'est l'erreur, je pense qu'on a beaucoup de penser que euh, quand on dit devenez créateur de votre vie et ainsi de suite, il y a tellement d'étapes qu'on néglige avant ça, à commencer par le fait que avant ça, il faut aller voir le chaos complètement. fort, fort. Et c'est tellement inconfortable et on est tellement peu. Et même quand on est prêt et qu'on pense être prêt, on ne l'est pas à pouvoir s'affronter dans sa laideur, en fait. Voir dans quels aspects on est chaotique, laid, Mmh. sombre C'est pour et ça que loin d'être des aussi, créateurs. exactement. C'est pour ça qu'on a beaucoup mis en avant, et toi en particulier, la notion de lucidité. Moi, de mon côté, dans tous mes accompagnements, c'est l'aspect maturité, souveraineté, création active et consciente, de sa réalité, et effectivement, pour faire ça, ça demande d'aller mettre le nez dans tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on n'a pas envie de vivre, tout ce qu'on rejette, Exact. pour pouvoir s'en servir comme, d'une matière première, comme font les alchimistes, pour créer quelque chose de plus d'au-delà, tu vois? Qui est au-dessus. Et qui nous permet d'exprimer notre, lumière blanche, tu vois? Notre lumière divine. Moi, c'est comme ça Exactement. que je le comprends, à travers tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Parce qu'avant ça, tu as accepté d'aller voir ta matière noire. Oui, oui, oui. Parce que c'est, une exploration, dans tous les aspects de notre vérité, et ça implique donc d'aller voir et d'aller explorer, tout ce qui est inconfortable et tout ce qui est, jugé comme mauvais ou laid ou, honteux ou inadmissible, voilà. Et c'est la Vierge noire qui nous permet d'exprimer notre matière noire. Mais tu vois, moi, pour faire ce chemin-là, que j'ai déjà bien engagé activement depuis plusieurs années, que je continue à faire, j'ai eu besoin, de développer une compassion, inconditionnelle, un amour, vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que celui que j'avais pour moi-même avant. Parce que sinon, j'aurais jamais eu, le courage et aussi, la bienveillance suffisante pour oser me voir dans ces espaces-là. Et avoir Exactement. cette lucidité-là qui permet de, sans lucidité, en fait, sans vérité, sans authenticité, on peut pas travailler, sur soi, en fait. On peut pas utiliser cette matière première pour en faire quelque chose de chouette, pour en faire quelque chose de plus grand, de plus lumineux, quelque chose auquel on aspire vraiment, en fait. Exactement. Et c'est chacun des aspects de ce que tu viens de citer, entre justement la lucide, c'est une des figures archétypales cruciales qui, dans le tarot de Marseille, est identifiée au diable. Moi, chez moi, elle s'appelle la lucide dans le tarot texte. Euh, et puis, on va avoir l'implacable aussi, qui est lié à la justice. Tu vois, en fait, c'est tous ces aspects. Et en même temps, on a la protectrice aussi, qui est liée à la lune. Donc, tu vois, c'est tous Oui, ces aspects qu'on vient de citer qui demande à des aspects d'intégrer des aspects à la fois compassionnels, mais en même temps tranchants et en même oui, temps acérés et sans indulgence et faire coexister à la fois ces aspects ultra paradoxaux de la compassion ultime et l'intransigeance. C'est tout le chemin du tarot-texte oui. Ça dans va être cette quête de intéressant, connaissance.
Ça va vraiment être intéressant d'aller rencontrer dans l'intimité chaque archétype, tout en se rendant Ouais, compte qu'en fait, à chaque fois qu'on va rencontrer un archétype, on va parler aussi des autres et on va ne faire que exactement. euh, jongler, c'est pas tout à fait le terme, mais dans les Naviguer. différents, ouais voilà, on va faire que naviguer dans les territoires de ces différentes ambassadrices en rencontrant d'autres en même temps et petit à petit, au fur et à mesure qu'on va voyager dans toute cette exploration, eh bien, on va finir par vraiment faire en sorte que, à l'intérieur de nous, toutes ces ambassadrices se vivent en harmonie et dans l'équilibre. C'est comme, Exactement. alors, l'image est un petit peu décalée, mais souvent, moi, je visualise une équipe, par exemple, une équipe de foot. Tous les joueurs sont importants. Ils doivent tous développer leur expertise dans leur rôle particulier. Et c'est la qualité de leur expertise individuelle et de leur collaboration de groupe qui va faire qu'en fait, ils vont devenir une magnifique équipe qui va gagner des parties. Et en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, je pense que euh, le tarot de l'exploratrice représente très bien ça. On a les exploratrices en nous qui sont chacune à certains niveaux de leur développement et de leur éveil de conscience et d'incarnation. L'intention, c'est d'aller les visiter une par une pour leur permettre de s'épanouir dans leur harmonie propre pour ensuite bien vivre ensemble et co-créer ensemble et devenir la manifestation la plus lumineuse de la Vierge Noire, peut-être, tu vois, ou en tout cas de l'exploratrice en Exactement. question. Exactement. Et pour approfondir encore ce que tu viens de dire pas approfondir, mais compléter, euh, c'était pour ça aussi que j'avais ce concept de la malle de l'exploratrice, parce que l'objectif, c'est d'accumuler les trésors des différents territoires qu'on a rencontrés, des différentes ambassadrices, pas de se dire, je l'ai rencontré, maintenant j'élimine, je fais de la place pour la prochaine. Non, non, Oui, la malle de oui, l'exploratrice, justement, elle met tous ses trésors à la fin de tout son voyage. Elle a à l'intérieur de sa malle tous les trésors qu'elle a récoltés au fur et à mesure de oui. son voyage. Pour les personnes qui ne savent pas exactement de quoi tu parles, est-ce que tu peux juste nous expliquer, enfin, je peux peut-être l'introduire, mais donc tu as créé une boîte euh, Ouais, physique, hein, magnifique, pour accueillir les différentes cartes qui correspondent à ton tarot, donc les différentes ambassadrices, avec leur essence de parfum. Et c'est ça que tu appelles la malle. D'accord? exactement, Donc, c'est un objet exactement. physique qui existe et que tu as créé et que tu proposes aussi, ou tu proposeras peut-être à la vente. Peut-être que tu peux nous le montrer si Bah déjà, tu l'as. ouais, alors j'arrive du coup parce qu'il n'est pas là, mais j'arrive. De toute façon, vous m'entendrez quand même parce que je ne suis pas là, mais je suis quand même là. Magie de la technologie. En fait, c'est là ce que je vais montrer, c'est le prototype. Et c'était même pas sûr, en fait, on y réfléchissait d'ailleurs, toi et moi, et je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler parce que c'est ça aussi, un projet, il naît, il évolue, et surtout quand c'est un projet à long terme, il y a plein de choses qui peuvent changer en cours de route, Oui, plein de choses qui peuvent évoluer. Mais en fait, en parlant avec toi, je me rends compte de combien elle a sa place, cette malle de l'exploratrice, et combien elle est cruciale aussi, justement dans sa symbolique de la récolte des trésors. Euh, mais ça nécessite que moi, je révise comment je compte la mettre en vente et surtout oui, oui. avec quelle, tu vois. Donc, Euh, le prototype, c'était cette boîte que j'ai réalisée donc de A à Z, mais qui sera autrement aussi d'un point de vue emballage, avec effectivement enfin, l'image qui contient tout le tarot d'exploratrice. Mais en gros, c'est une boîte qui s'ouvre et dans laquelle on peut ranger tous les petits flacons à l'époque qu'on avait récoltés. Alors après, c'est encore différent parce que c'était l'époque où tu n'étais pas encore dans le projet et où tu pas encore il n'y avait pas encore ces petits flacons-là qui faisaient partie, enfin, il n'y avait pas de tes flacons à toi qui faisaient partie du chemin et du processus. ouais. Là, c'était quand moi, j'étais toute seule dans ce projet-là et que je voulais vraiment qu'on puisse enfin, ranger tous les trésors, donc les cartes au milieu et les parfums autour. Aujourd'hui, ce sera probablement un peu différent parce qu'aujourd'hui, tu es rentré dans le projet et aujourd'hui, les trésors qu'on récolte, c'est les magnifiques flacons que tu réalises. Euh, et justement, enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit si judicieux que ça de les enfermer dans une boîte, tu vois. Donc, on va réfléchir à tout ça, mais à la base, la malle de l'exploratrice, c'était ça. Oui. Voilà, Oui, juste oui, on y pour montrer réfléchira. l'évolution.
Pour moi, la malle est toujours, a toujours sa place. Les flacons peuvent exister en exposition, tu vois, par exemple sur un hôtel. Mais enfin bon, ça, c'est des choses qu'on développera au fur et à mesure par la suite. Complètement. Mais j'aime bien montrer les coulisses, montrer que en fait, ça fait pas figé et que le projet, il grandit aussi avec nous et il grandit Ouais. de nos échanges, grandit du fait que mon projet, il était ce qu'il était avant que tu arrives et puis du fait de ta présence et qui vient insuffler autre chose, il se déplace et en fait, c'est justement tout le travail de s'adapter, de moduler, de faire grandir et de pas rester figé sur une idée à la base. Bref, pour revenir à notre sujet, qui était donc ce moment où Ève mange ce fruit de la connaissance. Ouais. C'était ça à la base, à la toute base. Euh, En fait, il y a différentes figures qui ont été apposées sur ce serpent. Euh, on y a apposé la figure luciférienne, enfin, la figure de Lucifer, qui est donc cet ange magnifique qui est considéré comme déchu puisqu'il s'est rebellé contre Dieu justement au sujet des hommes, euh, au sujet de la liberté des hommes. Donc, il est le prince du libre arbitre, Lucifer, en gros. Donc, pour certains, le libre arbitre, ça veut dire être un démon. Donc, il est devenu, au Mm. fur et à mesure des interprétations, il est devenu aussi le prince des démons, le roi des démons. On le confond d'ailleurs avec Satan. Enfin, bref, on ne sait pas trop Ouais. de quoi on parle. On mélange tout, on met tout dans la sauce. En tout cas, c'est un méchant. Tu vois, dans la psyché infantile, c'est un méchant. Euh, et le serpent, il est identifié au malin aussi. Donc le malin, celui qui vient donc souffler les petites pensées négatives, qui vient nous inviter à faire des bêtises. Tu vois, en fait, tout ça, c'est pour moi lié à la psyché de l'enfant qui a peur de se faire gronder par papa. Il y a vraiment ce truc de ah là là, je fais un truc mal et je vais me faire gronder par papa. Et c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai des petites voix dans ma tête qui me disent qu'il faut que je tire les oreilles de mon voisin, tu vois. Ouais. C'est vraiment remettre la responsabilité à l'autre. Alors que pour moi, la figure luciférienne, et c'est le cas pour les gens qui peuvent s'appeler les lucifériens, même si je suis pas d'accord avec tout, parce que, encore une fois, tout est dévoyé. Et quand on va dans la notion de Lucifer, on peut aussi rentrer dans l'hyper-idolâtrie de la matière. Donc, on n'a pas compris, encore une fois, ce que. Enfin, je dis pas que je comprends, parce que ça peut être un peu. Mais moi c'est pas comme ça que j'expérimente Lucifer. Et j'en parle parce que ça fait partie des figures que je mets dans la Vierge Noire. Donc, il faut que je prépare les psychologies et les mentalités à entendre parler de Lucifer euh, comme étant aussi important dans le cheminement vers la Vierge Noire, alors qu'on a toujours été habitué à penser que c'est un démon, que c'est le mal et ainsi de suite. En fait, Lucifer, il est lié pour moi à la figure prométhéenne, encore une fois. Donc Prométhée qui vole le feu aux dieux, à Zeus, le feu divin dans l'Olympe, il le vole, il prend cette torche et il la vole pour le donner aux hommes. Et en fait, on l'a interprété comme le feu matériel qui permet de cuire ses aliments et de se protéger, avoir un foyer, avoir chaud. Mais c'est aussi le feu de la connaissance. Le feu, c'est lié à l'esprit, la conscience. Donc, on revient à cette notion de prendre conscience et connaissance, encore une fois, ce fruit défendu qui était réservé à Dieu et qui, par l'intervention de cette figure du serpent, devient aussi la propriété de l'homme. Et Prométhée donne cette ressource à l'homme aussi. Quetzalcoatl, chez les Mayas, fait la même chose. Et donc, et Lucifer, le porteur de lumière, Lucifer qui est représenté avec cette torche, pour moi, c'est le même. C'est qu'on n'est pas sur le démon, tout ça. Et forcément, quand tu as connaissance des choses, tu as connaissance de ton libre arbitre, tu as connaissance du bien et du mal. Et donc, tu peux choisir d'aller dans un côté ou de l'autre. Et Lucifer, il va juste te mettre face à, et pour moi, il est lié à l'arcane numéro 15 du tarot de Marseille, et donc à la lucide. Et on retrouve le terme de Ah oui. Lucifer dans la lucide. Ah C'est oui. très important. C'est pas fortuit chez moi, c'était volontaire. Il y en Ouais. a d'autres comme ça où on retrouve dans la construction du choix du nom pour mes ambassadrices la racine de ce que je voulais dire là-dedans. Et donc, chez la lucide, c'est Lucifer, le porteur de lumière, celui qui vient te montrer de manière implacable, encore une fois, toutes tes zones qui se mentent, qui se trompent,
qui s'asservissent elles-mêmes, Alors effectivement, du coup, ça fait le prince de ce royaume-là, mais ce royaume-là, il te le montre pour que tu le dépasses, que tu te libères de tes propres chaînes. Voilà. Et pour moi, euh, je le lis à la figure du serpent qui nous invite à commencer à entreprendre notre chemin de libération intérieure par la connaissance. Et à travers lui, ce serpent qui monte cette colonne vertébrale, on rencontre cette Shekinah, donc cette face féminine de Dieu qui est liée à la sagesse et à la connaissance divine. C'est magnifique. Moi, ça me parle particulièrement. Je me suis quand même fait un tatouage qui remonte sur mon épaule, tu vois. Et vraiment, mon chemin de vie est marqué par ce désir de souveraineté, de maîtrise de soi, d'indépendance, qui est complètement en lien avec, enfin, c'est la thématique de la liberté intérieure, totalement. À la racine, c'est ça. Euh, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et c'est le nerf de notre guerre à toutes les deux. La lucidité, Oui, c'est versus le déni et le mensonge qu'on se fait à soi-même et aux autres. C'est le support sur lequel je suis intimement convaincue, et on le partage, je le sais, que qui est vital et primordial pour la croissance, et particulièrement quand tu veux être un vrai artiste. ouais, Parce que ça veut dire que l'artiste, il va prendre sur lui le fait d'exprimer l'innommable, le tabou, le caché, le vilain, le sale, non pas pour s'en glorifier et se rouler dedans, mais pour interroger la psyché collective et l'aider à le transformer. Moi, dans ma façon de pratiquer mon art, euh, je vais chercher l'espace le plus souffrant en moi, parce que dans l'intime, il y a le collectif, pour l'étaler de manière presque impudique, mais parce que c'est un cadeau que j'offre à la collectivité de dire, bah voilà, j'ai vécu ça, ces endroits-là, je sais que ça va faire écho parce que dans cette intimité, il y a la collectivité souffrante. ouais. Et moi, je refuse de jouer le jeu, de le cacher, de le mettre sous le tapis, de détourner mon regard. Et ça vous agresse, je le comprends, et mon intimité et mon impudeur vous agressent. Mais en même temps, dans cet espace-là, elle vient parler de vous plus que de moi, en fait, aux endroits où vous êtes heurté, dégoûté, violenté par ça. Et j'utilise la beauté pour le faire. Ça, le truc, c'est que c'est là où je suis. Et c'est en ça où je rejoins complètement cette figure luciférienne, parce qu'il était considéré comme étant le plus beau des anges, le plus grand et le plus puissant des anges. Oui, qui C'est sa hypnotise. beauté qui hypnotise. Et c'est ça, par sa beauté, effectivement, le serpent, il a ce côté ondulatoire, hypnotisant, ses yeux dans le livre de la jungle qui hypnotisait, Ouais, confiance, tu vois. Il y a vraiment ce truc avec le serpent de l'irrésistibilité. Tu es à la fois dégoûté et fasciné, cette espèce d'animal phallique qui se déplace et que tu peux difficilement maîtriser, qui parle des ondes de la terre et qui vient et qui t'as très peur, qui se glisse dans ton entrejambe, qui te pénètre malgré ta propre, propre refus. Il y a dans le serpent quelque chose d'extrêmement sexuel ouais. et qu'on a du mal à accepter. Chez l'homme, c'est la perte de son pénis qui se carapate devant lui sur le terrain, et tu vois, sur le sol. Chez la femme, c'est ce pénis envahissant que tu n'as pas désiré et qui te pénètre malgré toi. Tu vois, il y a ce serpent, il fait peur, en fait, il fait peur à tous les espaces, en fait. Et en même temps, si tu le regardes, il te fascine par le motif sur ses écailles, cet aspect de bijou ambulant, Ouais. tu vois, ce truc qui est là et qui t'assujettit à sa beauté. C'est ça, en fait, il est la manifestation du désir et de la beauté et de l'attraction. Et donc, on en revient à Lucifer, qui est donc le porteur de lumière à la base. Lucifer, chez les Grecs, à la base, non, c'est pas la base. Les Grecs, ils ont aussi, ils se sont appropriés d'autres connaissances, notamment les connaissances mésopotamiennes. Mais ça, c'est tout un autre sujet encore, et on va rester centré sur celui-là. Pourquoi je parle de Lucifer dans les archétypes qui sont vécus et traversés de l'énergie de la Vierge Noire, c'est que Lucifer, chez les Grecs, c'est Eos Phoros, la lumière du matin.
Et la lumière du matin était identifiée à l'astre du matin, Vénus. D'accord. Donc, on voit Et bien les il liens. était avec, tu vois, Oui, il était oui. lié avec son frère jumeau, qui était l'astre du soir. Et donc, en fait, c'est cette énergie vénusienne d'attraction, de sexualité, de fascination, d'irrésistibilité. Mince, pardon, je vois, parce qu'en même temps, j'ai les yeux sur le jardin et je vois que mon chat boite. Bref, pardon, ça m'a coupé dans ma réflexion. Bref, tout ça, c'est lié donc à cette figure dont on parle et qui est constamment sous l'égide de cette énergie de Vierge Noire. Et ça me permet d'exprimer le fait que dans la Vierge Noire, on ne parlera principalement que de sexualité. Parce que c'est le même centre énergétique qui gère toutes les créations. C'est la sexualité. Chez les... Excuse-moi, Vas-y. tu te coupes pour me laisser la parole. C'est gentil. Euh, Ça me donne envie justement peut-être d'enclencher quelque part sur... parce qu'en fait, il y aurait, je pense, tellement, tellement de choses à dire sur les divinités qui pourraient être des manifestations de la Vierge Noire et sur tous les aspects historiques, mythologiques que tu peux nous partager à profusion. Et c'est vraiment impressionnant et passionnant. Euh, mais peut-être que ça serait intéressant aussi à ce stade de l'échange, vu que tu parles de la sexualité, qui est une expérience qu'on partage tous en commun, euh, de, d'aller explorer un peu plus concrètement, tu vois, quels espaces de nos vies et quelles grandes thématiques de vie on va pouvoir ouais, vraiment décortiquer et mettre en lumière en parlant de la Vierge Noire. Donc, tu nous as parlé de la sexualité, on a parlé aussi de mort et de renaissance, de toutes les thématiques qui sont en lien avec le deuil et la création. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur tout ça? Oui, complètement. Je peux te lire rapidement, enfin pas c'est pas lire d'ailleurs, c'est juste il y a quelques mots que j'ai placés en fait sur ça, sur ce que partagent toutes les couleurs qui ont donc incarné l'archétype de la Vierge Noire, qui l'ont fait exister dans leur tonalité. C'est toujours autour de leur immense beauté et sensualité qu'elles ont été blessées, toujours. D'accord. Euh, et toutes ont partagé un rapport à la sexualité compliqué, soit parce on les a abîmées et blessées par jugement, soit parce que elles étaient, justement, je dis, accusées, décriées, conspuées, désirées, convoitées, fécondes, stériles et nourricières. Et on en a parlé la dernière fois. euh, la, la création, elle naît dans l'espace donc de la sexualité et ce qu'a fait la chrétienté, c'est de nous remettre, nous enfermer que dans l'espace de la mise au monde des enfants et encore en prenant le moins de plaisir possible au Ouais. départ, l'acte primordial en fait de ça. Donc en fait, on va partager toutes les personnes qui se sentent appelées par l'art, par la compréhension de leur féminité, par la réintégration de leur corps et de leur sexualité. Elles sont toutes traversées par l'énergie de la Vierge Noire, toutes. Et pour moi, euh, un grand artiste, une grande artiste, c'est une personne qui a réussi ou qui, en tout cas, essaye de, pas forcément réussi, mais d'ailleurs pas forcément réussi du tout, intégrer pleinement sa sexualité dans son quotidien et l'embrasser dans tous ses aspects et c'est comprendre aussi la puissance de cette énergie vitale, primordiale et nécessaire à toute existence sur Terre, en tout ce que ça peut contenir comme, enfin, mes mots, tout ce qu'ils peuvent contenir comme notion. C'est une réappropriation d'une moitié de nous-mêmes qui nous a été castrée, dont on a été castré en fait, et chez les femmes particulièrement. Devenir artiste, vraiment,
véritablement et profondément, c'est faire la quête, c'est faire une quête désespérée presque vers sa sexualité. C'est inévitable. On ne peut pas mettre au monde des œuvres si on n'a pas accepté qu'à la base, il y a cet élan sexuel et vital qu'on doit accepter d'accueillir. Et pour ça, il faut nettoyer toutes les blessures qu'on a pu avoir, les violences, les jugements, les visions qu'on nous a transmises, dont on a hérité sur la sexualité et sur notre corps et notre corps de femme, notre comportement de femme, la dangerosité de notre séduction, de notre magnétisme, de notre beauté, le fait que nous soyons les tentatrices, tu vois, et là on est lié à ce serpent qui tente Ève, qui va elle-même tenter Adam. Euh, c'est une énergie qui est tellement puissante qu'en fait c'était mort d'avance le fait de chercher à le contrôler. Évidemment qu'on va se blesser dans le processus, ça se retourne contre nous-mêmes. On ne peut pas désirer s'incarner et vivre son corps si on ne peut pas accepter et intégrer cette énergie vitale. Et c'est ça le chemin du tarotex, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo, dans tarotex, on peut entendre sexe aussi, tu vois. Tarotex, ex, il est là, il est ex, il va à l'extérieur de soi, c'est extérieur. C'est la sexualité, le désir naît du fait qu'on a cette impulsion vitale d'aller en dehors, tu vois, de cet espace. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui a toujours pas été pardonné par la face masculine de l'humanité. Mais tu sais, c'est toujours l'éternel détresse de ne plus être chez maman. Que maman, elle prend plus en charge tes besoins et c'est à toi de les prendre en charge tout seul, en fait. Que tu es une mère présente ou pas, que tu es une mère envahissante ou pas, c'est cette nostalgie humaine et universelle qu'on partage tous. Du fait que par cette ex, on est obligé de se prendre en charge et de se responsabiliser. C'est ça la plus grande violence qu'inflige la sexualité à l'humanité quand elle n'accepte pas cette humanité, cette sexualité à l'intérieur de soi. C'est qu'en réalité, la sexualité, elle te sort de toutes tes zones de confort, Oui. Oui. tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est aussi une fois que tu l'as accueilli et apaisé et pacifié, intégré pleinement, c'est aussi ta plus grande source d'énergie qui soit, de puissance créative. Quelque part, Oui. je pense que, Oh, vas-y, je vais vas-y, peut-être continue. finir ça, Oui, vas-y. euh, le rapport qu'on a aux enfants, il est autant violent et blessé qu'on leur en veut, en tant que parents, on leur en tient rigueur inconsciemment du fait qu'ils sont nés de cette blessure primordiale d'avoir besoin de la sexualité pour exister. Oh, c'est super intéressant. Et on porte tous cette culpabilité et ce poids d'être le fruit de la blessure de nos parents. D'accord. Oui, là, tu vas vraiment très, très loin dans la réflexion. Et je pense que au cas par cas, tu vois, chez chacun, ça pourrait être vraiment libérateur et intéressant d'aller voir comment c'est encore vivant en chacun et comment ça se manifeste en fait dans les différents aspects de nos vies. Parce que c'est vraiment une blessure originelle hein, pour le coup. Littéralement, mais à Mm. l'échelle macrocosmique et à l'échelle microcosmique, dans Ouais, chaque individu et dans chaque famille. Alors, t'imagines si en plus ouais. t'es né d'une violence, d'un viol, et on est nombreux et nombreuses à être nés de ça, même quand on pense que c'est pas le cas. C'est-à-dire que un compagnon qui a forcé ou soi-même qui nous forçons parce qu'on ne respecte pas notre désir d'aller Ouais. à l'extérieur, on reste dans un espace de repli et d'intériorité. Et parce qu'il faut faire vivre le couple, eh bien, on se dit effectivement, bah, je vais aller à l'extérieur, donc chercher la sexualité alors que je n'en ai pas envie si j'écoute mes besoins. Donc, on se violente soi-même, en fait. C'est cette blessure sans arrêt de. C'est pour ça que ça nous obnubile tous, même quand on veut pas que ce soit le cas. La sexualité, elle Mm. fait partie de tout. Freud avait raison là-dessus. Ouais, Là-dessus, donc il avait tellement raison. toutes les thématiques en lien avec l'autorisation, euh, la libération de soi, l'amour de soi aussi,
c'est vraiment des thématiques qui seront au cœur des échanges autour de la sexualité. Complètement. C'est Mm. bien plus crucial et fondamental que pimper sa vie érotique. Ouais, ouais, ouais. C'est Eros. Eros, il est chez les Grecs interprété. Il y a deux interprétations qui sont très intéressantes. Elles parlent très très bien de comment les humains ont cherché à s'approprier et comprendre. La première, c'est que Eros est né dès l'instant où l'univers est né. C'est la plus grande énergie qui soit, Mm. l'Eros, l'attraction. Donc Vénus, en fait, Oui, enfin, tu vois, Cupidon, Vénus. Pour d'autres, c'est que c'est le fruit de l'amour. C'est le fruit de l'attraction, enfin, l'amour au sens charnel. oui, Tu vois, comment on déplace, en fait. Et moi, je suis pleinement d'accord avec la première interprétation. C'est parce qu'il y a cette pulsion vitale d'aller à l'extérieur de soi. Donc, l'éros, c'est celui qui donne c'est l'explorateur, en fait, littéralement. Explorateur vient de l'éros, vient donc de cette pulsion sexuelle et vitale, avant même qu'on ait un corps. C'est ce qui fait qu'on a un corps. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est parce qu'on a eu besoin et envie d'expérimenter la vie oui, oui, qu'on est descendu dans la matière. C'est en ça que, justement, encore une fois, la figure féminine, elle est devenue celle qui nous a fait chuter selon l'interprétation. oui, Et c'est pour ça qu'on en veut aux femmes d'être autant, de les désirer autant, d'aller autant, d'avoir autant soif de leur mystère, de saisir, de comprendre. Et donc, on a voulu le maîtriser, ce mystère. S'il est maîtrisé, c'est plus un mystère. Si c'est aussi réduit, diminué, c'est aussi petit, alors ça n'a plus de pouvoir sur nous. Tu vois ouais. bien, c'est qu'une pauvre femme, elle est toute petite, c'est une enfant, elle est ridicule, elle a aucune force, elle exerce rien sur moi. Regarde comme je la maîtrise, regarde, elle n'a pas de force, elle a pas de force physique. Je peux l'éclater. C'est pas elle qui me force à ressentir cette pulsion, c'est moi qui lui impose ma pulsion. Tu vois? Ouais, ouais, je vois complètement. Commencer par donc cette thématique-là de la sexualité à travers du coup la rencontre de la Vierge Noire, euh, c'est vraiment dès le départ rendre, c'est une forme de reconnaissance envers la puissance féminine euh, et aussi de réintégration en chacune. Et c'est vraiment intéressant pour moi d'aller explorer pour chacune des exploratrices qui vont faire le chemin avec nous, en premier lieu, tout l'espace de la sexualité, puisque c'est depuis cet espace-là, en fait, qu'on s'est incarné. Donc, c'est le point de départ. C'est de là que découlent tous les autres domaines d'exploration de soi-même, en fait. T'imagines que la première ambassadrice, tu le sais, et puis je l'avais annoncé aussi que qu'on va explorer, c'est la figure du, enfin pas la première ambassadrice, c'est les premières ambassadrices qu'on va explorer, c'est la figure du père. Je te laisse Ouais. imaginer quand on va l'explorer du côté de la sexualité. Après, Ça ouais. va être croustillant. Mais ça, ce sera après la Vierge Noire. Oui, Yes, oui. bébé. Ouais, ouais, complètement. Et vraiment, quand je disais que la lucide, elle va habiter chacun de nos espaces, c'est qu'en fait, je vais pas du tout nous épargner les tabous. Au Oui, contraire, oui. c'est là le ferment qu'on va utiliser à chacune. Donc, je peux l'annoncer d'ores et déjà, attendez-vous à être secoué dans l'espace de l'incestuel, du désir envers son père, de ces désirs tabous, les fantasmes qu'on ne s'avoue pas à soi-même et on ne veut pas voir, et dans lesquels il y a un réservoir d'énergie fabuleux. Tant qu'on ne le regarde pas, en fait, on est contraint et étriqué dans son petit espace, on n'arrive pas à s'émanciper. Et pour la plupart d'entre nous, surtout les femmes, c'est inavouable, inacceptable qu'on puisse avoir du désir pour son père. Et que c'est comme ça, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça à l'origine. Mais l'objectif, c'est de le transmuter, de le transcender, de le dépasser. Mais je vais pas épargner ça. Et j'ai une joie immense et presque, c'est une gourmandise un peu perverse, j'ai envie de dire, parce que au fait que je veux voir les réactions.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il m'a fallu un long chemin pour arriver jusqu'à maintenant être capable de présenter le tarot d'exploratrice. Je le comprends en te le formulant toi. C'est que comme je vais aller taper là où ça fait mal avec la beauté, justement, toujours, avec beauté, donc de manière inéchappable, tu peux pas sortir de ça. Dès que tu as été happé, hypnotisé, tu peux plus faire autrement que d'aller regarder ça. On va m'en vouloir, on va, ça va être, je l'ai déjà vécu dans mon intimité. Ça a déjà été extrêmement violent pour certains de mes proches d'être confronté à ma capacité à aller taper dans les tabous, dans mes tabous, et donc du coup d'exposer les autres à leurs tabous. Ouais, Et en fait, il fallait que je fasse ce chemin d'acceptation de ce rôle-là et de prendre de la gourmandise et une forme de perversité dans le sens vraiment euh, des sentiers battus, hors de ce qu'on a l'habitude de vouloir, de me dire, ah, on va bien rigoler parce qu'il va y avoir de sacrées réactions. Et en même temps, euh, avoir la compassion immense, me servir de l'énergie de cette Vierge Noire, qui est la plus grande énergie féminine compassionnelle qu'on puisse, la grande mère, tu vois, cette énorme œuf qui contient tout cet univers, qui accepte toutes les formes de vie. euh, eh bien, en même temps que vais venir taper, piquer inlassablement et implacablement de manière ultra lucide partout où ça fait mal, il y aura cet espace d'amour et de compassion, de sécurisation absolue et vitale pour que ça puisse se déposer en toute confiance et relâchement. C'est exactement ouais, comme euh, la relation charnelle avec son amoureux ou son amoureuse. Les seuls endroits où tu peux vraiment, et tous les problèmes de lâcher prise, d'anorgasmie, de frigidité ou d'impuissance qu'on peut rencontrer, partent de cet élément crucial de confiance en ouais, soi et en l'autre. Et si tu n'as pas un espace avec l'autre où tu sais que tu es en confiance absolue pour pouvoir, et que tout, absolument tout en toi est accueilli, et c'est pour ça qu'on a autant de blessures dans notre sexualité, parce qu'en fait, personne n'est capable d'amour inconditionnel. Et c'est ça qu'on doit réapprendre, ni pour soi, ni pour l'autre. Mais tant qu'il y aura ces problèmes-là, en fait, on va s'arracher soit notre orgasme malgré nous-mêmes, où on le donnera sans conscience, ou alors, en fait, si on arrive à un état de tel de conscience et d'acceptation, c'est là où le cadeau ultime se dépose, et donc la transformation ultime éclot, en fait. Et pour ça, il faut d'abord accepter les fantasmes, les tabous, même les plus horribles, en fait. On va taper dans la scatologie, dans l'incestuel, et en même temps, il y aura tellement de beauté, tu vois. Non, mais on va pas échapper à ça, et je ne le laisserai pas faire. Et je te dis, c'est là où je te dis qu'il y a même une gourmandise en fait, c'est aujourd'hui, maintenant que j'ai accepté ma place, c'est que j'ai accepté ma façon de communiquer, ma façon d'exister, je l'embrasse pleinement là, maintenant, tout de suite, et en même temps que je te le formule, je le sens. Il n'y aura pas le choix. Si vous empruntez ce chemin-là avec nous, il n'y aura pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. On ne vous laissera pas le choix. Par contre, et c'est là où Margot était c'est bien, essentielle, les gens sont prévenus comme ça. ils sont prévenus. Mais là où Margot est essentielle, c'est que Margot, elle va vraiment rajouter toute la douceur et la compassion nécessaire et vitale à ce dépôt. Et moi, si je m'avais prétendu que j'étais thérapeute, j'aurais été d'une violence monumentale. Par contre, du coup, je vais pouvoir exprimer tout ça. Et une fois que tout ça est exprimé et vu, je vais pouvoir redescendre dans un espace beaucoup plus doux, aimant et maternel, en fait. Mais, euh, mais j'ai une tendance à être assez virulente envers le déni et le mensonge à soi, à le voir très, très clairement chez les autres et un peu moins clairement chez moi. Mais j'essaye en tout cas régulièrement de voir bien clairement ce qui se passe en termes de déni, de mensonge envers moi-même. Et quand je le saisis, ça suscite quelque chose chez moi que j'ai encore à apprendre à maîtriser et de très violent, de très je te laisse pas échapper à ta merde, en fait. Et je te mets la tête dedans jusqu'à temps que tu puisses pas y échapper. Parce que c'est à la fois important, mais c'est pas constructif parfois. Il y a des espaces où on a vraiment besoin d'être, de se sentir accepté dans notre refus et dans notre incapacité et impossibilité à aller là-dedans. Et c'est là où toi, tu es crucial, vraiment. Et c'est là où tu as cette figure et cette énergie très maternelle et féminine là-dedans.
On en avait déjà parlé, mais je, de toute manière, ce qu'on observe dans notre binôme, dans notre euh, couple de co-création, c'est vraiment la complémentarité en fait de certaines énergies qu'on porte et qui sont vraiment magnifiquement incarnées assez puissamment. Et une fois qu'elles se rencontrent, ça donne un bel équilibre. C'est vraiment pour ça que ce projet existe. Et tu m'as beaucoup parlé, même aussi avec Marion, c'est une amie. On a pas mal discuté de la tempérance qui se Ouais. marie parfaitement bien avec ton feu, tu vois, qui peut parfois être excessif, qui peut un peu parfois être bousculant, mais quand c'est trop fort, c'est pas forcément juste et c'est pas forcément euh, bénéfique en fait pour tout le monde. Donc je, moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce mariage-là, il va déboucher sur la création d'un espace pour les personnes qu'on va accueillir, qui va permettre aussi bien de se sentir pleinement à l'aise pour s'abandonner aux explorations les plus confrontantes qu'on va proposer. Et enfin, il n'y a pas de aussi bien en fait. C'est vraiment créer l'espace où tu peux à la fois regarder tous les espaces de toi-même, même ceux qui sont les plus difficiles à voir. Et ça, tu peux le faire justement parce qu'il y a ce nid qui te permet de le faire en toute sécurité, comme tu l'as déjà expliqué. Exactement. Et on en revient à l'adage que j'ai découvert pour moi-même à travers Naobopan, c'est que créer, c'est jouir de soi. Oui, Or, la jouissance et l'orgasme ne peut se produire qu'à partir du moment où on se sent en sécurité, que ce soit ouais, grâce à son partenaire, soit grâce à soi-même. Et cette sécurité, elle ne naît que de la compassion qu'on reçoit ou qu'on ressent pour soi-même. Et ouais. c'est tout le chemin qu'on va faire. Donc, en réalité, si je résume, le tarot d'exploratrice, c'est un chemin d'apprentissage de la jouissance, au sens ultime du terme, Ouais, parce que c'est comme ouais, ça que les univers naissent. C'est de la jouissance, de l'énergie brute, sans limite et ouais, sans restriction, que naissent ouais. les univers. Et donc, on va commencer par évoquer la Vierge Noire, qui parle principalement enfin, de toutes les formes de jouissance, mais de la jouissance primordiale, qui est donc dans le domaine de la sexualité. Mais en fait, la libido, c'est avant d'être une énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie de vie, de jouissance dans tous les domaines de notre vie. Donc, ça va être merveilleux de pouvoir explorer cette jouissance en partant de la sexualité, puis ensuite en la distillant partout ailleurs, en fait. Exactement. Exactement. Et derrière tout ça est contenue toujours cette notion de mort. Parce que cette libido, elle est justement cet éros. Ils sont l'antidote absolu à notre mortalité, à Ouais. notre finitude. C'est ce qui nous fait nous C'est la sentir réponse qu'on a vivants. trouvée. Exactement. Et c'est aussi la réponse qu'on a trouvée à partir du moment où on n'était plus immortel, où on a accueilli la mort à l'intérieur Ouais, de nous, où notre corps est mortel. ouais, Et donc la réponse pour que l'espèce perdure, c'est de se reproduire. ouais. Il n'y a pas Magnifique. longtemps, ah, il y a pas longtemps, d'ailleurs, si jamais elle est là, je la salue. Je vais la nommer, il y a Agi, de Agi Dirty Stein, de son nom d'artiste, qui m'a dit un truc super, super intéressant. Elle m'a dit que, alors je rentre dans les tabous de manière, voilà. Elle m'a dit que lors de certains viols, en fait, le mécanisme qui se met en place que le cerveau met en place pour pouvoir dépasser la violence de ce qui est en train de se produire et la sidération, c'est de déclencher un orgasme dans le corps. Donc, il y a beaucoup de femmes violées qui ont expérimenté le fait d'avoir un orgasme au moment du viol. Et elle m'a dit, non, ça c'est une autre amie, c'est Anne, c'était marrant parce que c'était à 2 semaines d'intervalle, qui m'expliquait que en fait, l'orgasme peut déclencher une ovulation. Oh, ok. Conclusion, conclusion, il y a énormément d'enfants qui sont nés de viol parce que cette pulsion vitale de survie qui fait que le corps est un stress tel que il y a cette sensation de mourir à soi-même, il y a une destruction psychique par l'acte du viol. La réponse vitale et pulsionnelle du corps, c'est de déclencher un orgasme pour
pour déclencher une ovulation et faire Waouh, perdurer l'espèce coûte que coûte. magnifique. Moi, ça me parle aussi dans l'idée qu'en fait, plus on est face à une souffrance dans sa vie, plus on a une opportunité de renaissance et de Oui, redécouverte et puis de rebondir en fait et d'ouvrir des espaces en nous-mêmes qui étaient absolument inaccessibles avant. Ça me fait écho à exactement. ça. Et c'est l'énergie à la fois astrologiquement du scorpion, du signe Mm. du scorpion, Oui, de la renaissance, mais c'est aussi du serpent, la mutation. oui, oui. C'est-à-dire naître à soi-même et renaître, enfin, mourir à soi-même et Changer de renaître, peau. muter, changer de peau. Oui. Et en fait, c'est ça aussi dans la lucidité qu'on recherche, c'est aller chercher tous les espaces où on a des peaux et des couches de mensonges sur nous Mm. et muer, les Ouais, ouais, retirer jusqu'à trouver notre peau la plus originelle possible. Et quand il n'y a plus de peau, on devient lumière, parce qu'il n'y a plus de chair. ouais. Donc, être invité à incarner cette énergie du serpent qui est venu tenter Ève, en réalité, ce qu'il l'a invité à faire, c'est dépouille-toi, dépouille-toi. Tu vas accumuler. Avant de se dépouiller, il faut accumuler parce qu'il faut comprendre ce que c'est que d'être saturé de connaissances, Oui. saturé de soif de pouvoir, de quête, de recherche. Parce que c'est à l'instant où ton âme est devenue lourde et fatiguée. C'est cette lourdeur, cette difficulté, la nuisance qu'il y aura autour de toi qui va t'inviter à aller chercher à l'intérieur de toi comment je peux améliorer, comment je peux changer la vie, ma Mhm. vie. Je vais me dépouiller. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des mouvements de minimalisme qui Ouais, sont ouais, si ouais. forts? Donc en fait, vraiment cette démarche pour faire grandir en soi à la fois l'amour et la lucidité, ça va nous permettre d'aller toujours plus loin dans une conscience de nous-mêmes qui, une fois qu'on a conscience en fait tout ce qui, nous limite ou n'est pas, notre vérité, tu vois? Notre vérité brute, ensuite on peut se laisser mourir à soi-même pour renaître, dans Exactement. une version qui est encore plus authentique et c'est comme ça qu'on a, Exact. des des grandes libérations intérieures, des grands changements de vie, des grandes Mm. évolutions en fait, dans des parcours de vie. C'est dès que tu arrêtes de jouer le jeu du personnage que tu es en train d'incarner, la victime, le Ouais, l'ascendant Carpan, dès que tu arrêtes de jouer ces rôles-là, tu t'en extrais et tu laisses à l'autre. Tu laisses l'autre jouer avec son caca. Ça peut s'exprimer, par exemple, quand on a un ex-partenaire qui veut jouer au jeu de je te tiens par l'argent, ouais, tu me dois des sous, ou je t'en dois, je te tiens par les enfants. Si tu n'es pas la personne que je veux, alors je vais faire souffrir nos enfants. Ok. Et en fait, l'ultime réponse qu'il peut y avoir, c'est je laisse. Et ça, je l'avais compris, mais je l'ai réimplémenté dans ma compréhension à travers le témoignage d'une autre de mes amies proches, parce que je récolte, je t'ai dit, et pour moi, mes amis sont comme mes archétypes autour de moi qui manifestent des aspects de moi. ouais, Et là, pour le coup, je ne vais pas la nommer parce que c'est sa vie intime, mais elle se reconnaîtra, euh, qui me parlait du fait que son ex-compagnon a longtemps essayé de la faire souffrir, et c'est le cas de beaucoup de mamans à travers leurs enfants. Et qu'en fait, il y a un moment où il faut juste dire ok, tu veux jouer à ça, ben, je m'en fous, je m'en détache. Enfin, fais. Et il faut faire taire en soi la maman, accepter que c'est ce qui va traverser tes enfants. Moi, c'est pareil. Dans ma vie, mon père biologique, il a dit à ma mère au moment où on est parti, qui lui proposait, elle, donc, de payer les billets pour venir me voir en France, parce que lui était encore au Mexique, et de garder un lien avec moi. Il lui a dit, non, ça te ferait trop plaisir. Tu vois, en fait, la plupart dans les couples et dans les dynamiques de couple, ou dans même les couples qui sont séparés et qui ouais, partagent un enfant, il y a toujours ce jouer au rôle du bourreau, de la victime et ainsi de suite, ce fameux ouais, triangle de Cartman. Et la seule façon de revenir à sa vérité et de ne plus être en réaction à l'autre, c'est de se dépouiller, trouver le personnage qui réagit à la petite pique, retirer sa peau. ouais, Et en fait, avec sa peau, il y a toutes les chaînes qui s'en vont avec. C'est ce qu'invite la lucide à faire. Par quel contrat tu es lié? ouais, ouais, complètement. J'allais dire un truc, mais c'est parti, rapidement. Attends, ça va revenir. Pardon. Non, non, bah non, t'inquiète, t'excuses pas.
Ou ça va pas revenir, c'est pas grave sinon. Bon, écoute, c'est pas grave. Mais c'est intéressant, c'est dommage. Ce sera peut-être pour plus tard. C'est peut-être sur Ah si, les rôles, voilà. si c'était par rapport au fait que c'est tout simplement de dire, non à la manipulation une fois qu'on a commencé à la percevoir et on s'en libère ou on s'extrait en fait de ces schémas-là quand on développe son autonomie pour vraiment gagner son indépendance. Parce que tant qu'on est encore dépendant d'un contexte ou d'une personne, on est beaucoup plus sujet à la manipulation justement et on a beaucoup moins de ressources pour, s'extraire des situations, sur lesquelles on fait pression sur nous, heu, pour nous manipuler justement et donc toute cette, démarche de lucidité et aussi de développement de ses ressources intérieures, c'est ce que j'appelle vraiment la maîtrise de soi, la souveraineté, c'est un accès à la liberté. C'est l'accès primordial à la liberté. C'est crucial ce Oui, que tu es en train oui, de dire. oui. Ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, cette figure de manipulateur, le grand manipulateur, le grand menteur, c'est encore lié, encore une fois, à Lucifer. Mmh. Heu et moi, je le vois comme étant notre plus grand allié, puisque notre plus grand adversaire. Un héros n'existe que parce qu'il a un adversaire. Ouais, ouais, C'est-à-dire que par l'incarnation de ce rôle de grand méchant, il nous invite à développer nos ressources. C'est-à-dire que exactement. s'il était un père bienveillant, en fait, on pourrait rester dans l'état d'infantilisation à s'en remettre à ce père bienveillant en mode: «Protège-moi, cette ma protection tra passe par toi». Ouais. Alors que Lucifer te dit, hem: «Ta protection passe par toi et tant que tu attendras de moi que je te protège, je t'assujettirai». Ouais, C'est il va tellement nous pousser dans nos retranchements qu'il y aura un moment où on n'aura plus le choix, en fait, que de se prendre en exactement, charge et de grandir. exactement. Ou alors tu te fais, assujettir à vie et tu deviens l'esclave de tes peurs, de tes limitations Ouais. et l'autre peut te manipuler en tirant les chaînes, mais c'est Mmh toi-même qui te mh. maintiens dans cet état, en fait. Ouais. Alors bon, voilà, après il y a des nuances à faire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un chemin à parcourir. C'est voilà, c'est dans les relations, on a vraiment un chemin. C'est pas, aussi simple que de se dire: «C'est de ma faute si je suis dans cette relation». Plus compliqué que ça. Mais en tout cas, à partir du moment où l'autre ne peut plus, jouer de toi, il ne peut plus t'assujettir. Même si encore une fois, je dis ça sans parler des temps où en fait, matériellement tu peux pas faire autrement. Donc dans les cas où par exemple, un compagnon te vole tes papiers d'identité, quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien et donc en fait tu es assujetti administrativement à lui et tu peux pas faire autrement. Tu n'existes pas sans tes papiers, ça par exemple, ça c'est des situations où il est difficile de s'extraire, par la simple volonté de se, libérer de ses propres mensonges intérieurs. Évidemment, il y a toujours des nuances à poser, dans les espaces, mais la plus grande majorité du temps, c'est nous-mêmes qui nous maintenons dans des espaces de souffrance, en fait. Oui. Ouais, ouais. Et le grand manipulateur, je disais, c'est Lucifer. Au même titre que, par exemple, dans la mythologie égyptienne, Seth, le grand adversaire d'Osiris, permet à Osiris de devenir Osiris par cette adversité. C'est parce qu'Osiris, est tué, mort d'ailleurs, il est assez passif dans cette histoire. Ça, je fais un petit coucou, un petit salut à Manon qui l'explique, Manon de Unati Rosa Magdala, qui l'explique exactement comme ça. Et c'est par elle que je l'ai compris comme ça, le rôle passif d'Osiris dans la mythologie égyptienne, puisqu'en fait, au final, c'est Isis qui rassemble les morceaux. C'est Isis qui lui façonne un pénis quand, quand ce pénis a été mangé par la perche du Nil. C'est Isis qui se fait compte sur lui, mais n'empêche que, en fait, parce que Seth a été qui il a été, il a permis à la fois à Osiris et à Isis de devenir qui ils sont devenus, mythologiquement parlant, tu vois. Ouais. Donc, l'adversaire, il est nécessaire, il est vital pour nous Et inviter à nous développer, à croître. ouais, ouais, ouais. Et peut-être pour conclure ou pas, mais souvent quand on est, dans nos vies face à de l'adversité, c'est tellement fréquent de se mettre dans une posture de victime et d'avoir la sensation que la vie est contre nous. Alors que si on se rappelle qu'à chaque fois
que chaque bousculade, chaque inconfort, chaque adversité, en fait, est une opportunité, bah, ça peut devenir un cadeau exceptionnel. Donc, on change complètement de regard par rapport aux expériences qu'on pourrait être, amené à vivre. On est beaucoup plus dans un accueil, des différentes possibilités que la vie pourrait nous proposer, tu vois? Donc, au moins arrêter sur, une direction, mais capable aussi d'utiliser absolument tout ce qu'on va recevoir, qu'on juge ça comme quelque chose de bien ou de mauvais, hem, mais vraiment comme d'une matière première dont je parlais tout à l'heure, pour créer en conscience de plus en plus d'harmonie. Exactement, et c'est tout le chemin, encore une fois, du tarot d'exploratrice. Ouais. Tout, c'est exactement ça. Moi, ça me Je paraît bien effectivement, de oui, pardon? Oui, alors soit on va conclure dans pas très longtemps, soit je vais chercher mon chargeur parce que j'ai plus de batterie. Non, mais en fait, ça me paraît bien d'arrêter là. On n'a pas tout à fait parlé de ce qu'on avait dit initialement, soulevé, même si on a toujours été en parallèle, mais on a fait des sillons comme ça. Par contre, je trouve ça vraiment crucial parce qu'on a soulevé, vraiment les points les plus essentiels autour de la Vierge noire, mais aussi autour du tarot de l'exploratrice Oui. et de vraiment ce qui constitue son essence. Et ce que vous allez pouvoir y retrouver, vous, comment vous allez pouvoir vous développer grâce et avec le tarot de l'exploratrice. Est-ce que tu pourrais simplement nous faire, une synthèse de 1 minute, voilà, de ce qu'il faut retenir pour les personnes qui seraient intéressées par le pack qu'on va proposer, à donc, parfum, flacon et atelier, transmission, accompagnement autour de la Vierge noire? Je vais essayer, je vais essayer. Hem, donc on a compris qu'il y avait un matériel, énergétique extrêmement important qui est hors de notre portée dans les espaces qu'on refuse de voir. Le tarot d'exploratrice, c'est véritablement cette lumière, ce projecteur violent, qui va éclairer chacun de ces espaces-là et en même temps qui va illuminer, pas seulement, projeter, mais aussi illuminer. Pour ça, on va utiliser un des su enfin 2 supports cruciaux, 3 supports cruciaux. Le premier qui est, la puissance des symboles qui parle à l'inconscient, qui s'adresse à l'inconscient collectif, mais aussi à notre inconscient personnel, à travers, les symboles de l'icône que je vais créer à chaque fois. On va utiliser la ressource sensorielle puissante qu'est le parfum pour pouvoir accéder à des espaces de mémoire, nous ramener à des lieux qu'on voudrait mieux éviter et des émotions que notre conscient a cachées, que notre inconscient a gardé englouties et que notre conscient ne veut pas se révéler à lui-même. Parce que c'est ces espaces-là justement qui vont pouvoir être, nettoyés. Et enfin, une fois que tout sera ça mis en mots et dénominé, on va pouvoir faire un travail thérapeutique, dans un espace d'échange de groupe et même individuel pour pouvoir, comprendre comment on peut et continuer, persévérer dans l'identification, mais aussi, traiter et soigner les différents espaces. L'objectif de ça, c'est devenir littéralement créateur, artiste, de sa propre vie en réintégrant, notre puissance sexuelle. Et on va utiliser nous, Margot et moi-même, pour faire tout ça, l'art qui est le support de transformation ultime qu'on puisse avoir, en termes de partage. Il y en a d'autres, mais Mmh. comment est-ce qu'on peut diffuser des idées? C'est l'art qui a la puissance la plus frappante pour le faire. Et Pensez donc aux on va histoires, commencer pensez, par, aux films, la Vierge noire. et on commence par la Vierge noire, en tout premier lieu, qui est l'œuf qui contient tous les archétypes qui vont se présenter ensuite. Super. Ouh! Quel voyage! Ouais, merci beaucoup, hein. C'était Bah, extrêmement, merci à toi. extrêmement riche. Je me sens détendue. Tu sais, c'est, l'énergie qu'il y avait au départ là, ça y est, c'était ça en fait, c'était ça qui devait sortir, tu sais, il y avait tout ça qui se qui Je vais boulait, qui se chercher le bousculait. chargeur, hein, parce que sinon ça va s'éteindre et on va perdre la vidéo. Au revoir à vous. Mouais. Ouh. Ah là là, ça va toi? Voilà.
Ça va toi? Oui, ça va. Ça va. C'était un peu fatigant pour moi et en même temps passionnant. Mm. On va essayer de le segmenter. Je sais pas, parce que le livrer comme ça, en fait, je sais que les gens ils vont avoir mal à la tête. Ça va les passionner, mais ils vont avoir mal à la tête. Ouais, On va peut-être le faire par séquence. ouais, va falloir qu'on voit comment on le séquence et si c'est vraiment séquençable parce que je suis pas sûre que ce soit facile à séquencer. Parce que en fait, si t'as pas le début, tu comprends pas le milieu. Tu vois, tout est donc bon. On verra. Mais ça ne nous empêchera pas, de toute manière, de... Attends, excuse-moi. Il y a mon téléphone qui sonne. De toute façon, je pense qu'on va l'aménager, cette vidéo. Elle est géniale. Ça va faire une belle vidéo à mettre sur la chaîne YouTube. Les personnes qui seront happées et qui seront vraiment intéressées vont la regarder. Ça ne m'empêchera pas de Ouais. faire une petite synthèse, quitte à ce que tu la fasses de ton côté, tu vois. Une petite vidéo, tu vois, de 5 minutes. Juste où là, c'est un peu plus Ouais. structuré. Tu fais une phrase de présentation, de remise dans le contexte du tarot, une phrase pour la Vierge Noire spécifiquement, et ensuite, en dernier lieu, dans cette mini-vidéo, les différentes thématiques dans lesquelles les personnes qu'on va accompagner pourraient se reconnaître, en fait, pour cet Mhm. atelier-là spécifiquement, tu vois. Comme ça, au moins, on aura une version Très courte bien. euh, Mhm. qui, parce que les gens n'auront pas besoin de faire un effort pour comprendre de quoi on parle. Et puis après, il y aura une Mhm. version longue pour rentrer dans la subtilité, dans les détails. Et ce sera je pense, une bonne mise en bouche pour les personnes qui seront vraiment de potentiels prospects, tu vois, qui sont vraiment potentiellement intéressées. Clairement. Je Ouais. suis d'accord avec toi, je le ressens aussi, c'est que toutes les personnes qui iront au bout de cette vidéo sont vraiment convertissables Oui, fortement, je ouais, ouais, pense. ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est cool. Alors, Bon, si tu es d'accord, bah, du coup, je veux bien que donc tu